Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de milieu de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, belle programmation, vous l'avez teasé la semaine dernière, on va parler de Mamoru Hosoda. Est-il nouveau Miyazaki? Non, on va pas vous la refaire, on a déjà fait l'émission consacrée à ce sujet. Pour aborder ce grand réalisateur, autour du plateau, nous avons Cédéto. Bonjour tout le monde. Comment ça va? La forme, comme un dimanche. Alors Cédéto, tu es illustratrice. Oui, c'est ça, surtout graphiste de travail principal chez Soleil Manga. Très bien, et on peut te retrouver, je crois que tu as pas mal de pages sur internet. Oui, le plus simple c'est d'aller sur cdeto.fr et choisir le réseau social de son choix. Très bien, très bien. Donc on peut te suivre partout là-bas. Fantastique, et de l'autre côté du plateau, nous avons Benjamin Benoît. Bonjour Karel. Comment ça va? Bah ça va très bien. Content d'être revenu, toujours heureux de squatter ce plateau cosy pour la deuxième fois cette fois. Alors tu squattes pour la deuxième fois, mais il faut rappeler que tu étais déjà interviewé, donc en fait c'est ta troisième fois, donc tu as enfin gagné ton rond de serviettes. Ouais. J'en ai pas sur moi, si on peut m'en apporter un, ce serait sympa. Ouais. Merci beaucoup. Du coup on peut te retrouver où? On te retrouve au Croissant, un peu partout. Alors attention, c'est parti. Au Monde, chez Libé, au Journal du Geek Les Croissants, chez Combini, chez Télérama, sur le Tac Parfait, bientôt dans un nouveau média, une nouvelle verticale, je peux pas dire laquelle, sur le podcast LOL Japon, sur mon Twitter, et dans les livres Génération Sonic, l'élégance du hérisson bleu, il y aura une dédicace vendredi prochain à Ayaku Shop à 17h. Venez nombreux. Rue Dante, c'est ça? D'ailleurs, je peux vous montrer quelque chose. Je vais Alors, faire le plus attention. vite possible. Happening total. Si vous venez rue Dante, la prochaine Il va fois, y je arriver, vous il va y donnerai arriver. un petit coup de tampon comme ça, un petit seau personnalisé avec marqué Benji en kanji. C'est beau, un petit seau Sonic. Fantastique. Bah écoute, c'est parfait, on manquera pas de s'en faire le relais. C'est quand? Vendredi prochain à 17h. Très bien. Dédicace de Sonic. C'est noté, soyez présents. Et pour parler évidemment de Mamoru Hosoda, impossible de faire sans notre bien-aimé Cédric. C'est random, mais ok, C'est je random. prends. Voilà. C'est devenu vite indispensable ici, c'est ça? Non, mais dès que c'est un truc animé ou manga, ils ont besoin de moi, ils m'ont dit. Attention, voilà, on rappelle évidemment que vous deux, Cédéto et Cédric, vous vous connaissez déjà, car on peut vous retrouver dans MangaCast. Ouh, Voilà. le podcast d'en face. Ouh. Oh là là, On attention. est vraiment en face comme Tu ça. as name drop le Japon, hein, donc tout Voilà, est possible. chacun son tour. Et donc tu vas nous parler cette semaine, évidemment, Mamoru Hosoda oblige de Mirai. Tu Ouais. nous diras ce que tu en as pensé. Ouais. Et de l'autre côté du plateau, nous avons Grégoire. Comment Salut ça va? Karel, salut tout le monde. Ça va, fidèle à moi-même, Fidèle à toi-même. toujours. Impeccable, très bien. Et tu nous parleras toi de ton côté de Une affaire de famille de Koreeda. très bien, donc deux films japonais, deux Trop films bien. familiaux, les événements familiaux de la fin de l'année. Et non, ce n'était pas Spider-Verse. Restez avec nous, c'est parti pour les news. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux évidemment, hashtag HPL, et sur le chat on vous lit, c'est parti. Production record de jeux vidéo en France en 2018, Grégoire. Effectivement, c'est le résultat d'une enquête qui a été publiée cette semaine par le syndicat national du jeu vidéo, SNJ. Ouais, c'est ça, SNJV. C'est pas trop dur à trouver. Selon une enquête réalisée auprès de 227 sociétés, plus de 1200 titres auraient été travaillés par leurs équipes, soit une hausse de 43% par rapport à 2017, puisqu'il n'y en avait que entre guillemets 730 l'année dernière. Record historique qui s'explique notamment par une bonne santé des studios qui ont dont plus de la moitié ont démarré l'année avec des comptes à l'excédent, ce qui est 2 fois plus que d'habitude en fait, ce qui leur a permis entre autres de financer de nombreux projets de création. Reste que parmi ce raz-de-marée créatif en fait, certains ne trouveront jamais de preneur, puisque selon Julien Villedieu, qui est le délégué général du syndicat du SNJV, plus de 20% d'entre eux ne seront tués dans l'œuf par leurs créateurs avant même leur sortie et leur commercialisation. On rappelle effectivement que dans le jeu vidéo, l'échec c'est la norme, pas l'exception, selon la phrase consacrée de Nicolas Turcef sur Gamecult, citant le développeur de Remember Me, j'ai oublié son nom s'il vous plaît, je vais y arriver. Bref, Danton. merci. Des réactions autour du plateau, autour de ce chiffre record? Je te voyais avancer vers le micro, c'est Déto, non? Pas du tout, non. Sur le jeu vidéo, je suis un peu passive. J'écoute ce que dit un certain Kokobé et je m'y fie particulièrement. C'est bien qu'on salue d'ailleurs. Solène a fait son propre podcast en même temps. En duplex En de parallèle. Kokobé. Très bien, très Je lui bien. ai demandé des infos sur les news jeux vidéo avant pour qu'il me briefe et j'ai complètement oublié. Pas de soucis. Bah, du coup, Grégoire, je crois qu'il y en a deux autres. On enchaîne avec 2 extensions, une qui m'intéresse beaucoup puisqu'il s'agit de Monster Hunter World Iceborne, qui a été annoncée par Capcom et par Tsujimoto, donc le producteur du jeu. Ils ont en effet multiplié les annonces toute la semaine. Cette extension devrait déverrouiller donc pour les amateurs une nouvelle zone dans le Nouveau Monde, qui est la carte du jeu, ainsi que de nouveaux monstres à chasser et du nouveau contenu d'histoire. Voilà. Et un nouveau personnage.
Et spoiler, alerte spoiler, ne dites rien à Karel avant de faire vos news parce que sinon il va tout gâcher. Voilà, effectivement Karel, un nouveau crossover devrait arriver pour début 2019 et il s'agit cette fois de mêler les univers de The Witcher et de Monster Hunter puisque Geralt of Rivia a été annoncé par Capcom comme étant prochain personnage de cet univers. Il est dans les villes, il est dans les campagnes, il est partout. Voilà. Merci Karel. Mais on peut s'interroger quand même sur la pertinence d'annoncer cette extension aussitôt parce que l'extension sera disponible en automne 2019, c'est ça Automne 2019 au plus tôt pour les consoles, sachant que la version PC est seulement en préparation, donc il n'y a pas encore de date officielle pour PC. Je sais pas, ça me semble pas incohérent dans le sens où maintenant les jeux ils passent très vite de mode, tout passe très très vite de mode, donc faut un peu garder ton teasing à chaud, quoi, tu vois. C'est Smash Bros qui annonce ses DLC en disant, qui annonce qu'il va faire des DLC pendant 1 an et demi. Maintenant, faut prévoir très vite ton plan com sur 1 an et demi, 2 ans d'avant, je pense. Donc à voir, effectivement, ce serait pas idiot. Je veux dire, quand il était vivant, Johnny, il annonçait ses concerts 1 an et demi avant, ça me semble pas non plus si fou, tu vois. Monster Hunter, le Johnny Hallyday du jeu vidéo, vous l'aurez entendu ici en premier. À mon tour d'enchaîner. Pardon, tu as une deuxième news, pardon. Comme tu veux. Après, j'aimerais parler de cet autre jeu qui est aussi une pépite, à savoir The Messenger, qui va recevoir son premier DLC, un DLC gratuit. Promesse de Sabotage Studio, donc le studio de développement, intitulé Picnic Panic. Il devrait sortir courant 2019, mais c'est un courant 2019 assez vague, hein. C'est une promesse d'année, mais on n'a pas plus d'informations. Pas moins de 3 nouveaux environnements seront disponibles et le héros principal, le ninja, ira cette fois affronter des ennemis inédits dans un décor tropical. Voilà. Alors c'est un jeu qu'on aime beaucoup. On n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Je rappelle quand même The Messenger, voilà, c'est un petit jeu disponible sur PS4, Switch et qui est plutôt sympa. Le concept, c'est quand tu tapes, tu peux avoir un deuxième saut. Donc c'est un Ninja Gaiden encore plus poussé, Ninja Warrior pardon, encore plus poussé, c'est très rigolo. Allez-y, pour mes news, du coup j'en ai 2. Suda 51 qui tease No More Heroes 3, et oui, le saviez-vous. On a Travis Strikes Again qui sort en janvier sur Switch, et du succès de ce jeu dépendra la production ou non de No More Heroes 3, comme l'a annoncé Suda 51 lors d'une présentation au micro donc de Fandom. Alors je cite, rien n'est gravé dans le marbre, ça dépendra du succès de Travis Strikes Again, mais je travaille effectivement à préparer No More Heroes 3. Il annonce effectivement que le jeu empruntera pas mal à Avengers en termes d'enjeux, de méchants, ici je cite Thanos level villains. Donc voilà, des gros enjeux, de la grosse baston. Est-ce que c'est le jeu qu'on attend autour du plateau? Je ne sais pas. Oui, Benjamin, je te vois lever le sourcil. Non. Je connais mal la saga, je serais pas pertinent. Je sais qu'il y a un petit côté radical, iconoclaste, gentil avec une bonne playlist, mais ça ne dépasse pas ça dans mon imaginaire, donc j'ai du retard à rattraper. Désolé. Très bien. D'autres réactions autour du plateau? Quand tu dis il empruntera beaucoup à Marvel, moi j'ai envie de dire pour le meilleur et pour le pire, hein, à savoir. Oui, voilà. Il y a à boire et à manger, effectivement. Voilà, c'est ça. Ils peuvent prendre que le meilleur ou que le pire, quoi. Donc, vous noterez que Suda 51 n'est pas le Johnny Hallyday du jeu vidéo autour de ce plateau. Autre news, Discord qui renchérit après Epic la semaine dernière, qui annonçait 12% seulement de commission sur les jeux disponibles sur l'Epic Store. Figurez-vous que Discord casse les prix et annonce 10% seulement de commission pour les jeux qui seront publiés sur le store. Je rappelle qu'il y a toute une guerre qui est en train de se créer pour faire une concurrence à Steam qui prend une commission plutôt de 30%. Voilà, donc tout le monde va casser les prix. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on est au-devant d'une fracturation de l'offre légale de jeux vidéo sur PC? Non. Je vous vois regarder le plafond, qu'est-ce qui se passe? Moi je suis un joueur console, alors tu me poses des trucs. Moi au début ta news, j'avais capté que Discord faisait une boutique, genre ils allaient vendre des mugs ou des t-shirts Discord pour ceux qui veulent les soutenir. Non, pas du tout. En fait, je trouvais ça logique. Discord, je me dis, bah ouais, si Japanline il fait ses goodies, pourquoi pas eux, tu vois. Non, alors Discord, c'est comme Discord, service de chat, ouvre un store de jeux vidéo. J'aurais dû commencer par là. Voilà, donc je note que le jeu vidéo PC n'est pas le Johnny Hallyday non plus. Attends, de Hyperlink, c'est bien compliqué. De Hyperlink, mais du coup Grégoire, une réaction? Aucune, je me sers de Discord que pour chatter. J'avoue que mon PC vient de tomber en panne, donc voilà. On rappelle que vous pouvez retrouver Hyperlink sur Discord, évidemment. Voilà, c'était le pire fan news de tous les temps. Cédric, ça va s'arranger par la suite. Cédric, sauve-moi s'il te plaît. Du beau monde au Golden Globe cette année. Oui, on vient d'avoir l'annonce des Golden Globes et pour ce qui est de, si on peut dire plus globalement la communauté geek, ce qui en ressort, c'est 2 films assez. Il y en a un, c'est pas surprenant pour moi, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse ou Spider-Man New Generation en français, qui a fait un bon démarrage, qui a des très bonnes critiques sur ses
juste qu'il y a une super animation et qu'il y a un excellent film. Donc moi je vous le conseille juste de base. Et plus étonnant c'est Mirai, donc on va critiquer tout à l'heure. Donc je ne dis pas si j'ai aimé ou pas, mais les deux ont été sélectionnés pour les Golden Globes. Donc ce qui est intéressant, c'est que souvent les films sélectionnés aux Golden Globes ont une petite chance supplémentaire d'aller aux Oscars, d'aller à d'autres cérémonies. Donc c'est mine de rien une ouverture supplémentaire et c'est un pas de plus dans tout ce qui est film d'animation pour une récompense, quoi. Benjamin ? Alors j'aimerais vous inviter en fait à regarder la shortlist des Oscars, donc les 20 films présélectionnés qui peut-être il y aura une incidence l'un sur l'autre. La shortlist est absolument hilarante parce que c'est Les Indestructibles 2, L'île aux chiens et 18 autres films qui n'ont absolument aucune chance, donc plein de trucs qui ont fait évoluer de fou le médium et notamment un truc sectaire littéralement, vous savez, par la secte Happy Science qui a fait The Law of the Sun, etc. Il y a The Law of the Universe qui redéfinit l'histoire, les raptors ont cohabité avec les soldats du futur, etc. Et c'est nommé aux Oscars. Merci l'Académie pour la secte Happy Science, je trouve ça formidable. C'est incroyable, je te trouve quand même bien présomptueux sur Spider-Verse. Enfin, remarque, La Passion Van Gogh n'avait rien eu non plus. Je sais même pas si Spider-Verse est shortlisté dans les Oscars. Je sais pas non plus. Peut-être. Enfin, en tout cas, il y a plein de films passionnants de toutes les nationalités qui évidemment n'ont aucune chance. Mais bon, là en l'occurrence, on parle des. Après, ils sont face aux Golden Globes. Indestructibles 2, donc pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année. C'est un peu legit. S'il le gagne, je serais pas non plus contre moi. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat. S'il vous plaît, parce que c'est des trucs, je crois que tu voulais prendre la parole sur le sujet. Mince, c'est le blanc. Mirai, Les Oscars, tu Mirai, la parlais du shortlist. film sectaire, tu parles de la secte japonaise qui fait des films Happy d'animation. Science, Ouais. oui. J'en ai déjà vu un et c'est une expérience à faire, je pense, de regarder ça avec des amis et les boissons de votre choix, de regarder un film sectaire qui redéfinit et qui met de la magie à la fin et de la science-fiction. J'ai complètement hijacké cette news avec ça, je suis désolé. Non mais t'inquiète pas, je t'ai laissé un petit espace d'expression sur la fin des news sur le conducteur si tu regardes. Oui, parce que les deux dernières, elles sont très Benjamin Benoît Corps. T'inquiète pas, tout va bien Surtout se passer. la dernière. Tout va bien se passer, effectivement. Et ensuite, gros combat au sommet dans la Japanimation au cinéma. Alors ça été. c'est que dans ta tête, faut savoir que sur le conducteur il allait y avoir match de catch l'été prochain au Japon, mais je sais pas, ils sont pas en concurrence, c'est Masaki Yuasa et Makoto Shinkai qui ont annoncé tous les deux leur nouveau film pour l'été 2019. Donc pour Yuasa, on sait que le film s'appelle Kimito, j'ai même marqué n'importe quoi, Namino Noretara. Ça serait une histoire d'amour entre deux personnes dont un garçon de 19 ans. C'est pour l'instant assez nébuleux. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'en termes d'animation, il a essayé de faire encore quelque chose de différent de ce qu'il fait d'habitude. Moi, Yuasa, je prends toujours. Sadeto le sait. De toute façon, Je valide aussi à 300%. elle est Yuasa lover. Bon, en revanche, Shinkai, je sais, on a un différent sur Your Name. Moi, j'aime beaucoup Shinkai, donc je suis très impatient de voir ce qu'il va pouvoir pondre après Your Name. Ça s'appelle Tenkinoko, ce qu'on pourrait traduire par l'enfant tempête. Et pour l'instant, lui, il a resté assez mystérieux sur le synopsis. Anime News Network, à prendre avec des pincettes, aurait révélé que le scénario tournerait autour d'un adolescent qui aurait plus ou moins le pouvoir de faire pleuvoir en fonction de ce qui lui arrive dans la vie, et il rencontre une jeune fille qui, elle, aurait le pouvoir de justement faire venir le soleil. À voir, très mystérieux. Très mystérieux. Dans les deux cas. Le concept est intéressant parce que le concept de Yuasa, pour le rappeler vite fait, parce qu'à Annecy, il avait présenté un work in progress très rapide. L'idée, c'est en gros une surfeuse qui tombe amoureuse d'un pompier et le pompier va se transformer en eau. Oui, voilà. c'est ça. Il a promis une histoire d'amour neuneux. Ah bon ? Neuneux. Oui, après Devilman qui était le truc le plus sombre de l'année. C'était prometteur. Puis il y sera sûrement, hein. Là il y a Annecy juste derrière. Yuasa, ce sera probable qu'il y sera. Annecy spécial Japon en plus. Spécial Japon en plus, donc Shinkai et Yuasa à Annecy, bien que le MMA ne soit pas leur spécialité. Bon, les amis, dernière news, peut-être vous aviez encore une dernière chose à dire, parce que là on a un petit peu d'avance. Non, tout va bien. Dernière petite réaction, je ne résistais pas à cela vu qu'on recevait Benjamin en plateau. Les premiers visuels de Sonic le film qui sont sortis cette semaine, on n'avait pas de bande-annonce à commenter, mais des affiches. Benjamin, qu'est-ce qui se passe ? Et tu voulais qu'il fasse quoi ? Je veux dire, en termes de caractère design, je sais que ça ne ressemble à rien, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre ? Quand, franchement, si la photographie de Biais avec sa tronche qu'on a vue où il est comme ça, si ça c'est vrai, je veux dire c'est pas mal. Alors effectivement son côté, on voit ses jambes poilues, etc. C'est pas jambes poilues, c'est jambes bodybuildées, c'est jambes Usain Bolt bleu quoi. Horriblement proportionnées. Mais sincèrement, c'est la seule option possible en termes de design. Ça ne ressemble à rien, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Je suis désolé, il faut se rendre compte de ça, quoi. Si on se base sur un hérisson, la question de la pilosité est pertinente, si je puis me permettre. Je sais pas si je crois pas que ce soit très poilu. Surtout que t'as une affiche qui monte, t'as une affiche qui monte qui a Chris Pratt en keuf, ce qui veut dire que ce serait peut-être un isekai. Donc c'est encore. Est-ce que ça veut dire que Chris Pratt se retrouve dans le monde de Sonic ou vice versa? Et si c'est le cas, c'est le scénario de Sonic X. Sonic X c'était un isekai. Et effectivement, bon, le caractère design.
le film n'a aucune chance. Enfin, je veux dire, il a rien pour lui. Jamais le scénario va révolutionner quelque chose. Jamais il va être radical, etc. C'est un probable naufrage, mais il y a quand même matière à ce que ce soit un minimum marrant, un tout petit peu méta. Il y a de tout petits espoirs, mais sincèrement. Ouais, les espoirs. Après, pensez à Nicky Larson, hein, si vous voulez vous consoler. Je pense que ça, Dragon Ball Evolution et le film de Gun. Mais avec le matos qu'ils ont et la configuration qu'ils ont, c'est le meilleur qu'ils puissent faire, je pense, en termes de caractère design. Sinon, c'était un truc animé à la Roger Rabbit et ça ressemblait plus à grand chose. Oui, mais disons qu'à partir du moment où on a eu Rondoudou poilu dans Détective, c'est exactement la même chose. Tout est possible. C'est exactement la même chose. Et on a Persona 5 dans Smash aussi, donc tout est possible. C'est fini pour les news. On se retrouve juste après la pause musicale, The Refreshers, Apologies. Et après la pause, on va se retrouver donc pour les deux critiques, Une affaire de famille et Mirai. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels avec Benjamin qui dodeline. Toujours, c'est les jingles et les retours plateaux sont exquis. Merci beaucoup. Grégoire qui est impressionné. Voilà. Faut dire que ça change. Quand on a eu du PNL en plateau, on est heureux d'avoir cette chanson, quoi. J'assume complètement. La régie n'est pas d'accord. J'assume complètement cette pause musicale. Alors je me permets d'intervenir parce que sur le chat, Phenom, qu'on salue, nous a précisé quelque chose. Dodeline du cul. C'est que le truc avec Chris Pratt, l'affiche avec Chris Pratt, c'est un fake. Donc le Sonic avec les jambes un peu boudinées et les yeux en demi-cyclope à peu près est un fake. Donc tout est possible. Attends, celle où il est allongé sur une bagnole. Ouais, ça c'est un fake. C'est un fake, ouais, apparemment. Ou alors c'est un fake ou moi j'avais lu une autre version mais j'ai pas osé la dire en antenne parce que j'étais pas sûr. Parce que c'est une piste qui est vraiment crédible. C'est que c'était une affiche préparatoire et que du coup elle n'est pas définie. Enfin bref, voilà, ils ont redesigné le truc entre temps. On salue Christine and the Quiff, fidèle sur le chat comme d'habitude, Yatos et The Maniac aussi et Arwa 6. N'hésitez surtout pas à partager vos anecdotes et vos questions avec nous. On reviendra dessus pendant les critiques. Les critiques, quelles sont-elles ? Elles sont Une affaire de famille avec toi Grégoire et Mirai avec toi Cédric. C'est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde. Alors, Une affaire de famille de Hirokazu Koreeda. Grégoire, qu'est-ce que ça vaut ? Ça, personnellement, je trouve que ça vaut de l'or et ça m'a rappelé deux alexandrins qui sont mes préférés. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux et J'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Musset, ça date de 1835 et je peux dire que ces deux alexandrins sont eux-mêmes devenus immortels tant la complainte d'une affaire de famille est belle. C'est la 13e réalisation d'Hirokazu Koreeda et elle lui a valu la Palme d'Or du jury à Cannes en 2018. Je dirais que c'est... Alors, en le voyant, ça a des faux airs de Germinal Nippon en fait. Mais il faut voir à travers ce film une exploration minutieuse de la filmographie du réalisateur qui revisite et condense tous les thèmes de prédilection de cet homme, à savoir l'enfance abandonnée, les liens sororaux, les liens familiaux ou l'humanité des marginaux qu'on avait déjà vu dans Tel Père, Tel Fils en 2013, autre Palme d'Or du jury de Cannes. Alors, le cinéma de Koreeda est très reconnaissable, que ce soit dans le style ou dans le traitement. Une affaire de famille n'a pas l'air de proposer quelque chose de fondamentalement différent et pourtant, d'après toi, c'est son chef-d'œuvre. Alors, c'est vrai qu'en apparence, si on reprend quelques éléments, tout suggère que Koreeda se contente de labourer le même champ d'expression qu'il a moissonné à de maintes reprises. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Mais d'une part, on a un synopsis hyper classique. Dans la banlieue nord de Tokyo, un groupe de marginaux essaye de joindre les deux bouts. Ils reprennent de prime abord tous les éléments d'une famille, même si ce n'en est pas une. Ils n'ont aucun lien de sang, en fait. Un soir, au retour d'une énième expédition de vol à l'étalage, comment il s'appelle déjà ? Osamu et Shota, donc on associe un père et son fils, vont rencontrer une petite fille, Yuri, qui semble livrée à elle-même. Ils la ramènent chez eux et lorsqu'ils découvrent qu'elle a été victime d'abus et de violences physiques, les Shibata décident de la garder et en gros c'est cette décision qui va modifier leur quotidien et lancer le film en quelque sorte. D'autre part, on a dans la construction de ce long métrage une sorte de reproduction mécanique du traitement type Koreeda, à savoir tisser lentement des liens en fait entre des protagonistes avant de les séparer. Sans oublier que il y a quand même des scènes à l'intérêt douteux. On multiplie effectivement les scènes de bain, d'achat de vêtements, de repas de famille, qui créent une sorte de pseudo-identification un peu biaisée, un peu forcée du spectateur au clan des Shibata, donc les personnages qu'on suit. Mais moi je trouve que ces lourdeurs et maladresses sont vite pardonnées tant la prestation est globale et belle, en fait elle est puissante, elle est propre. D'une part on a
la prestation de tous les acteurs qui est incroyable, d'un point de vue comportemental, d'un point de vue la gestuelle en fait est incroyable. Par exemple la grand-mère Kirin Kiriki qui est décédée en septembre dernier, elle signe une prestation inouïe. Je pense qu'il y a un symbole qui reflète bien la profondeur incroyable de ce film, c'est la confession finale de Nobuyo, la mère de famille trentenaire, enfin qu'on associe à mère de famille trentenaire, qui va en fait constituer le moment le plus bouleversant, en tout cas le moment qui m'a le plus bouleversé dans ce film. Et en fait pour la première fois avec une affaire de famille, Koreeda paraît prendre conscience que son traitement habituel de la cellule familiale est devenu attendu et donc banal. Et résultat, on a une mise en scène qui est épurée et qui est bien plus efficace, avec une caméra qui est souvent placée au cœur de la famille, et c'est exactement l'endroit où il fallait la placer. Ça crée des scènes fabuleuses. Il y a une scène de bus qui est vraiment très émouvante et qui, moi, m'a fait pleurer, même si je suis un peu fleur bleue devant les films, faut bien l'avouer. Koreeda rompt donc dans cette réalisation avec sa propre lignée cinématographique dont on retenait souvent la tendresse et la platitude finalement, et j'ai trouvé qu'il livrait une œuvre dure à l'écriture très douloureuse mais qui est incroyablement réaliste et puissante en fait. Il faut aussi dire que le film sort dans un contexte un peu particulier. Certes, effectivement Shinzo Abe a refusé de serrer la main du réalisateur par exemple. En fait ici c'est que Koreeda prétend que ce n'est qu'une chronique familiale dans un Japon en crise économique, mais c'est bien plus que ça. Ce film témoigne en fait d'une colère profonde du réalisateur qui va lier une dimension politique très forte à l'épopée de son clan. On prend pleinement conscience de cette dimension politique tout au long du film. Et si la scène d'ouverture est elle revêt des airs burlesques en quelque sorte, quand on voit un petit enfant aux cheveux longs qui glisse des sacs de nourriture dans son sac tandis que son père fait écran, mais la farce s'arrête abruptement immédiatement. Cette famille est vite rattrapée par la dureté de son quotidien, par la justice. On a une scène en plein milieu du film qui est une sorte d'îlot utopique tout simplement. La famille passe une journée à la plage. Et cette journée se déroule au mieux, on a l'impression que c'est une vraie famille, sauf que elle ne fait, en fait, quand on voit la suite, cette scène ne fait que renforcer le réalisme implacable avec lequel Koreeda traite la dure réalité de ces marginaux. Elle est crépusculaire. C'est ça, absolument. Et je dirais si ce long métrage en dérange plus d'un, coucou Shinzo Abe, c'est précisément parce qu'il dépasse en fait la seule dénonciation sociale d'un cinéaste un peu décalé, par un processus continu de déconstruction. Koreeda questionne et bouleverse de nombreuses dimensions sociétales et politiques, donc la famille forcément, mais également la frontière entre le bien et le mal, entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et il pousse même la réflexion jusqu'à confronter la loi, l'ordre et je dirais l'exigence de justice à un assouvissement des besoins et des désirs pour une famille qui ne vole que des produits de première nécessité. C'est un choix fort et un choix clair auquel procède ce réalisateur, et ça se ressent tout au long du film. Un film qui encore une fois est très dur, réaliste et profondément douloureux. Et alors ça m'a rappelé une autre phrase de Camus. Et on finira peut-être là-dessus. On finira là-dessus. C'est les héros ont notre langage, nos forces, nos faiblesses. Leur univers n'est ni plus beau ni plus édifiant que le nôtre, mais eux du moins courent jusqu'au bout de leur destin, et il n'est jamais de si bouleversant héros que ceux qui vont jusqu'à l'extrémité de leur passion. Et honnêtement, c'est une phrase qui correspond à merveille à ce film, parce que les Shibata, c'est une famille de héros modernes. On pourrait peut-être aller même jusqu'à parler d'anti-héros, mais leur destin, moi, c'est le film qui m'a le plus touché durant les dernières années. Eh ben merci Grégoire pour ta critique. Benjamin voulait réagir. Oui, tu as dit que c'était subversif, mais t'as pas dit pourquoi. Alors, subversif. Ne grillons pas toutes les cartouches, mais effectivement, oui, on peut aborder ça. Disons que le Japon le déteste. Pourquoi ? Parce que la famille, c'est sacré. Une partie du Japon le déteste. Pas tout le Japon. Le film, il a quand même marché. Oui, dans les cinémas ça a marché, mais c'est juste le Premier ministre qui a fait oula. Mais c'est plus la pauvreté qui pose problème. J'ai eu la chance d'être sur place quand il est sorti. Personne n'en parlait, c'était ouf. Mais les Japonais ne parlent jamais des films. Ça, c'est un truc, à chaque fois que je vois des grosses sorties de films, entre eux, ils en parlent pas, ils disent pas qu'ils vont aller voir, et pourtant les salles sont remplies. Ça, c'est assez bizarre. Disons qu'on l'a dit, on l'a redit, on l'a redit, mais là-bas, la famille, c'est sacré, quoi. Il faut dire amen aux anciens et respecter les liens familiaux. Vraiment, le message de ce film, c'est que
on l'a choisi. On peut aller faire du peep show avec un pull tueur de puceaux. On vole et tout. On peut créer des liens autour du vol à l'étalage, ce genre de choses. Ne faites pas ça chez vous, le film. C'est pour ça qu'il y a une grande subversivité derrière. Il y a quelques répliques, je pense, qui dérangent aussi, notamment la grand-mère qui dit quand on choisit sa famille, on ne se fait jamais de faux espoirs. Ou la mère qui dit à un autre moment, alors un débat avec la grand-mère, elle explique qu'on peut choisir sa famille et qu'à ce moment-là, les liens familiaux seront encore plus forts. Donc peut-être que ça aussi, ça a pu déranger comme image de cette... Je sais pas. Non, je sais pas trop. Moi, la seule chose qui m'a interpellé dans ta critique, c'est que tu dis que des gens trouvent que le cinéma du USA c'est quelque chose de beau et de familial. Ils ont pas vu ces films. Enfin, ça traite du divorce, ça traite de Corrida, de Corrida, mais enfin, ça traite du divorce, ça traite des enfants abandonnés. Enfin, pour moi, c'est jamais un cinéma parler d'une intention poétique. Oui, il y en a une, mais elle a toujours été là. Il y a des espoirs et la lumière justement dans ces films qui traitent de sujets difficiles. Ouais, alors, dans Ma petite sœur, à la limite, parce que un père de famille, l'espoir, il arrive qu'à la fin. Après la tempête, l'espoir, il est y a de la quasiment lumière pas là quand du même, film. tu vois. Dans une affaire de famille, il y a de la lumière. Mais dans tous les films, il y a de la lumière. Et le mot lumière sera le mot de la fin. Merci, Cédéto. Je suis désolé, il faut qu'on avance. Johnny Hallyday, c'est la lumière. Non, le feu. Johnny Hallyday avec nous. Toute la journée, c'est fantastique ce qui est en train de se passer. J'adore. Bon, Cédric, du coup, tu as pris la parole, tu la conserves, tu vas nous parler de Mirail. Oui. Alors, on va faire la critique. Alors tu moi, fais le malin. Non, je suis pas le malin. Je suis en train de voir ce que je pouvais mettre comme lien avec Johnny Hallyday, mais je ne le ferai pas. Non, je précise juste avant cette critique aux auditeurs, aux auditrices qui écouteraient que j'ai écrit cette critique hier soir, embrumé dans le café, dans le travail, non-stop depuis quelques jours. Donc, si je suis incohérent ou si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, c'est la même. Le chat est là pour ça. Et voilà. Et puis je m'excuse déjà d'avance. Branle-bas de combat pour le jeune Kun, 4 ans dont la vie se retrouve bouleversée du jour au lendemain avec l'arrivée de sa petite sœur Milai. Fini l'amour et l'attention sans partage de papa et maman, Kun doit devenir un grand frère. Et ce dernier, malheureusement, n'en a pas très envie. Mais c'était sans compter sur l'intervention magique de l'arbre familial planté en plein milieu de la maison qui va faire apparaître devant le garçon plusieurs protagonistes qui vont ainsi l'aider à voir les choses sous un nouvel angle. Mirai ma petite sœur ou Mirai no Mirai au Japon est le 8e film de Mamoru Hosoda et le 5e au sein du studio Shizu. On retrouve une nouvelle fois plusieurs des thèmes chers au réalisateur tels que la famille, le voyage et la quête intérieure de ses protagonistes. Alors on dit effectivement qu'on retrouve l'aura de ses précédents films, mais pas mal de gens disent qu'il n'est pas à la hauteur. Comment ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors oui et non, c'est un peu compliqué. On peut effectivement voir ce nouveau film comme une forme de régression dans sa carrière. Après des métrages de plus en plus virtuoses visuellement et à la narration de plus en plus soignée, je pense que ça va être dur pour une grande partie de ses fans de voir un film en apparence, je précise bien entre guillemets en apparence, plus simple dans le fond comme dans la forme. Je pense justement que beaucoup de gens se méprennent sur, selon moi, ce que le film est et la façon dont il devrait être perçu. Attention, c'est vraiment que mon avis pour le coup. Les films de Mamoru Hosoda ont souvent un double dialogue car il parle généralement d'expériences que ce dernier a vécues et qu'il a besoin de mettre en scène dans un but probablement, là je suis pas son psychologue, cathartique. Or ici, pour la première fois depuis la création du studio Shizu, le film n'a pas pour but de parler de lui, mais d'un tiers, plus précisément son fils. C'est une toute nouvelle façon d'aborder l'œuvre de cet homme, que ce soit pour le spectateur comme pour lui-même selon moi. On a donc un film effectivement plus décousu qu'à l'accoutumée, fait de plusieurs scénettes qui semblent suivre le même chemin, plutôt cousu de fil blanc lui aussi. Mais le but final n'a pas de donner forcément une fresque grandiose remplie d'action. Il est plus proche d'un vrai rite initiatique, où le protagoniste va devoir remettre en question ses idées préconçues afin de pouvoir aborder son futur sous un regard neuf, et qu'il n'ait plus aucune œillère. Et si vous pensez que ça semble exagéré tout ce que je vous dis là, tout simplement pour décrire la simple histoire d'un enfant de 4 ans, il se peut que le film tente de vous proposer de suivre exactement le même chemin de réflexion que le petit Kun. En effet, si on s'intéresse aux différentes apparitions de l'enfant, on remarquera un certain dialogue méta entre le réalisateur et le public. Je vous avais dit que la fatigue et le café ne faisaient pas bon ménage chez moi. Que ce soit un chien anthropomorphe ou une lycéenne qui voyage dans le temps, les références aux précédentes œuvres de Hosoda traversent la vie de Kun afin de l'aider à grandir. À la star des spectateurs, ça, je vous en laisse seul juge. Alors on connaît Hosoda pour la qualité de ses productions sur le plan technique. Est-ce qu'il profite de cette nouvelle histoire pour tenter des nouvelles choses ou est-ce qu'il campe un peu sur ses acquis ? Alors oui, on est peut-être vous êtes vraiment peut-être pas convaincu par mes analyses un peu fumeuses. Je peux quand même vous dire que le film possède l'une des plus belles DA que j'ai vues ces dernières années. Non pas forcément par son originalité,
même si la scène finale apporte son lot de surprises, mais plutôt par son incroyable représentation du réel. Le dessin a beau garder le style tout en rondeur des présentes œuvres de Hosoda, il ne tente pas moins pour autant de transfigurer chaque action de notre quotidien afin d'en donner une certaine universalité de la cellule familiale. Et même si l'effort était déjà présent sur Ame et Yuki, ici s'ajoute une nouvelle couche sur l'animation d'enfants en bas âge qui dépasse encore une fois toutes les espérances. En conclusion, pour moi, nous avons ici l'un des films les plus intimes de Mamoru Hosoda, qui livre ici une vraie déclaration d'amour à ses enfants, et nous prouve une nouvelle fois que le cinéma est un art qui évolue en permanence. Et si je rajoute en point final que le doublage japonais est parfait, notamment grâce à la voix du papa incarné par Hoshino Gen, un énorme chanteur populaire que j'aime d'amour, mais que demande le peuple? Très bien, très bien. Bah écoute, merci. Je crois que c'est Bravo, Déto, tu as bravo. beaucoup de choses à dire. Alors, je suis pas aussi enthousiaste que Cédric sur le film. Après, j'appuierai surtout sur le point graphique où effectivement on n'est pas du tout d'accord tous les deux sur. Les foules en 3D. Voilà, Oui, je les suis un foules en personnage 3D. d'Osoda. On a effectivement ma Désolé, perception la de la ref, c'était 3D dans ces films est un Parfait. peu. Et un peu remplie de déception, surtout quand alors, j'ai voulu re-regarder Summer Wars hier, qui était un des films que j'avais le plus. Que j'avais pas vu depuis longtemps, et l'animation est vraiment full 2D, et enfin. Je l'ai trouvé vraiment excellente ici, mais je trouve plus ça, plus il essaye de glisser de la 3D, et c'est pas toujours pour le meilleur. Et en l'occurrence, dans ce film-là, j'ai un peu de mal, j'avoue. Alors moi, quand je parle de direction artistique, attention, je parle pas forcément d'une excellence, c'est-à-dire que tout est bien ficelé. Parce que moi, je suis pour le fait de vouloir évoluer dans quelque chose, c'est-à-dire que le fait qu'ils se mettent à la 3D, que les Japonais se mettent à la 3D, moi ça me pose pas de problème. Je trouve qu'il y a de la 3D moins bien réussie que dans d'autres films. Celle-là me dérange pas parce qu'il y a quand même un vrai parti pris, je te disais. Oui, il y a un parti pris. J'ai pas envie de spoiler la scène de fin, mais Non. visuellement, il y a des choses un peu qui font un effet papier mâché, il y a des trucs comme ça qui sont pas mal et qui essayent de transfigurer certains cauchemars d'enfants que je trouve vraiment intéressants. Moi, je sais que j'ai eu très peur à certaines visions que je ne révélerai pas. Voilà. Oui, effectivement, la scène de la gare est assez. Ah, donc toi, alors, non, 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 non. Rien. Mais Temps mort. ça veut rien dire. Non, Voilà. mais Spoiler alert, le château de Bowser, oh là là. le point de d'animation que tu as dit effectivement sur l'émission des enfants, là-dessus, effectivement, au Soda, on voit qu'il y met du soin et c'est super. Benjamin. Il y a tout un bail presque Spielbergien un peu dans Mirai, dans le sens où il y a... Alors ouais, effectivement, il a beaucoup déçu pour l'instant. Je sais pas pourquoi il est mal reçu. Sur Metacritic, c'est le mieux noté. Bon, c'est les Américains, c'est une autre dimension. Il y a vraiment un souci de la hauteur et de la gestion de l'espace dans Mirai, notamment dans une scène d'importance qui est vue à hauteur d'enfant, donc où peut-être les dimensions sont exagérées. Je ne sais pas. Cette scène est dantesque. Et surtout, un autre décor qui vraiment me frappe, c'est cette maison de Yokohama qui est incroyable, qui est tout en verticalité sur plusieurs étages. C'est l'un des plus beaux trucs que j'ai jamais vu dans un film d'animation. Le papa est architecte en fait, il faut le dire, qui a un rôle un peu mineur, mais bon, c'est son papa, et comme il avait expliqué à Annecy, il voulait dépeindre le rôle du papa un peu pourri qui n'est bon que devant les copines de la maman, donc il a bien réussi à retranscrire ça. Mais vraiment, je voulais parler de quand même effectivement cette simplicité, oui, mais quand même un souci du détail dans la perspective. C'est un peu la thématique de ce film. C'est vraiment les perspectives déformées. C'est exactement ce que je te disais. Il faut pas oublier ça. Je suis complètement Je suis un peu d'accord. redondant. Mais tu as raison, parce que peut-être je me suis mal exprimé, mais je pense que le film est faussement simple. Et je pense que c'est ce qui a posé problème à ce niveau-là, c'est que tu l'as dit, ça se passe globalement dans une maison. Et les gens sont habitués à ce que ce soit des fresques épiques chez Hosoda, des personnages qui voyagent à travers les dimensions, le côté temps, un peu binaire du film. Et même dans un film comme Summer Wars, où globalement l'histoire se passe dans une maison, ils vont dans Internet et ils se baladent dans le monde virtuel avec des avatars. Mais on ne peut pas être grandiose 5 fois de suite, il faut comprendre ça aussi. Pour moi, c'est grandiose, mais d'une autre manière, en fait. C'est juste qu'il traite un nouvel aspect de son œuvre et de ce qu'il a envie de raconter. C'est tout à fait vrai. J'avais une dernière question, je suis désolé de vous interrompre, c'est leur tourne. J'avais une question sur le chat quand même assez intéressante. C'est Christine and the Quiff qui posait la question: est-ce que ça ne vous a pas gêné que le petit garçon ait une voix de femme adulte? C'est quand on est habitué aux animés, malheureusement, on est très biaisé, mais c'est souvent le cas, voire même jusqu'à l'adolescence, si c'est avec une voix un peu légère. La voix de Sangoku en France, elle a 55 balais, ça pose de problème à personne. C'est la voix de Oui Oui aussi, ça ne pose de problème à personne. Non, gêné aucunement, quoi. Je vois pas pourquoi on raisonnerait comme ça. Très bien. Bah écoutez, c'était ta réponse, Christine. J'espère qu'elle te satisfait. Désolé. Et alors moi, je finis juste sur un truc. Très vite. Et c'est Grégoire qui en parlait dans sa critique quand on parlait de labourer les champs. Moi, j'aime. Non, il parlait il voulait pas que je la garde cette image. Non, je la trouve jolie, mais je trouve que justement, moi, c'est ce qui fait la beauté de quelqu'un. C'est un champ. Tu le laboures tous les ans et tous les ans, t'as une nouvelle récolte. Donc c'est pas parce que tu laboures le même champ que t'auras forcément les mêmes pommes de terre ou les mêmes légumes. T'auras toujours des formes et des variétés différentes. Donc pour moi, il y a pas de problème à ce qu'on utilise les mêmes thèmes, que ça soit
des Mamoru Hosoda ou des Koreeda parce qu'ils le font bien et qu'ils se réinventent tout le temps. On parlera du champ de pommes de terre des enfants loups après la pause si vous voulez bien. On va s'écouter tout de suite du coup Tatsuro Yamashita pour le générique de Mirai. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulle et de pixels, et on va peut-être nous voir à l'image. Oui, on nous voit à l'image, c'est fantastique. Yatos qui nous dit, en tout cas, ça m'a donné envie de voir ces films. Hâte de retrouver Hosoda en salles obscures. Donc voilà, je pense qu'il vous remercie, Grégoire et Cédric, pour la qualité de vos critiques, et moi aussi, tout simplement. Bon, les amis, c'est l'heure du grand débat. Il est déjà 17h43. Je propose qu'on y aille direct. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé. Je monte à $100. Alors, Mamoru Hosoda, grand réalisateur de Japanimation, d'aucuns diront le nouveau grand Miyazaki. On a déjà traité cette question, s'il vous plaît, ne relançons pas. C'est marqué sur la boîte. La relève du maître Miyazaki. Oh merde. Aïe aïe aïe. Comment est-ce que vous avez découvert Mamoru Hosoda, Cédéto, en premier peut-être? Alors je le savais pas encore, mais je l'avais déjà vu, c'était dans les films Digimon. Donc j'étais allée voir au cinéma Digimon, le film avec cette intro de Anna Anaconda que j'aurais préféré oublier. Et gravé dans le DVD, ça fait partie voilà, du film. avec une BO totalement différente à base de teenage rock américain. Slim. Exactement. Et du coup voilà, j'avais kiffé à l'époque, mais je ne savais pas. Et quand j'ai vu ensuite La Traversée du Temps, c'est le premier que j'ai vu en étant consciente que j'avais un film de Mamoru Hosoda. Et voilà, ensuite Summer Wars, la trahison. C'est pour embêter Cédric que je disais. Ouais, poignardé dans le dos. Et toi Benjamin, comment tu as découvert Alors c'est Hosoda? un peu comme Solène parce que je ne le savais pas, mais c'est pas le film Digimon, c'est l'épisode de Digimon 24 ou 25, un truc du genre où Tai rentre chez lui. Ah oui, et c'est lui aussi. on se rendait bien compte qu'il y avait un style différent, mais moi je ne connaissais pas Mamoru Hosoda. Puis j'ai vu le film et je ne connaissais toujours pas Mamoru Hosoda. Puis je suis allé mi-2010 dans RIP, l'UEGC Orient Express, où on entendait le RER passer et l'odeur de pisse. Et j'en garde un souvenir un peu nostalgiquement biaisé, triste, parce que j'ai beaucoup aimé ce film et j'ai failli emballer dans ce film où deux personnages s'emballaient. Je l'ai fait plus tard, ne vous inquiétez pas. Mais Mamoru Hosoda pour pécho. Mamoru Hosoda, je l'ai découvert avec Summer Wars et il m'a capté. Après les enfants loups, c'est bon, c'était acquis à vie après ça. C'est intéressant effectivement que vous ayez commencé avec Digimon. On est un plateau très Digimon favorable. Je crois, en majorité. Je confirme. Et toi Cédric? Alors moi pas avec Digimon parce que j'avais pas pu aller voir les films à Espèce l'époque. de traître va. J'avais pas pu. Non, alors, pour le coup, ma copine et moi on a toujours un débat sur Digimon. Elle trouve que c'est une pâle copie de Pokémon. Moi je lui explique que oui, mais c'est mieux. Enfin, c'est pas mieux, mais c'est vraiment fait un truc à part et que pour moi je trouve ça très bien. Et on va pas parler de Digimon C'est pas longtemps, les mais mêmes objectifs. globalement, quand j'étais petit, il y avait film Pokémon, film Digimon. Film Pokémon, il t'offrait des cartes Pokémon exclusives et ma mère elle connaissait Pokémon. Donc voilà. Mais moi j'ai rencontré Soda avec La Traversée du Temps. Tout simplement au cinéma, pareil à l'Orient Express, qui est aussi, je garde de beaux souvenirs, pas pour la drague, plus pour la pisse. Et le bruit du ouais. Et pour moi c'était un souvenir un peu fort parce qu'avec Memories, c'était un des premiers films que Eurozoom dans ma tête distribuait en salle au cinéma, et je m'étais dit waouh, ça y est, on est arrivé au point où maintenant il y a des films d'animation autres que Miyazaki au cinéma, c'est cool. Et après pour moi c'était un rendez-vous chaque année, chaque sortie de film je vais le voir parce que je suis au Soda Biatch quoi. Et toi Grégoire? Le premier Hosoda que j'ai vu, je l'ai vu avec toi, Karel. C'était One Piece. Oh, vous vous êtes emballé? One Piece. Oh, ils ont pissé ensemble, c'est autre chose. Non, stop s'il vous C'était plaît. Ça devient sale. One Piece et le Baron Matsuri, c'est le 6ème film dérivé de One Piece. Et après, sitôt vu, sitôt oublié son nom. Et en fait, non, mais sans. Je veux dire, juste. D'accord, ok. Le film a marqué, mais j'avais oublié Mamoru Hosoda. Et ça m'est revenu cette semaine. Et depuis, du coup, Summer Wars, qui est le premier film que j'ai vu. Après, j'ai enchaîné pour préparer cette émission. Mais Tu as fait tes devoirs, c'est bien. j'ai révisé, ouais. Ah, super. Non mais c'est intéressant parce qu'effectivement voilà, l'entrée dans le débat se fait toute seule. C'est qu'on a commencé avec Digimon et One Piece, et lui aussi, parce qu'en fait c'est un faiseur à la base qui travaille sur des licences qui ne sont pas les siennes. On peut peut-être passer très rapidement là-dessus, mais à quel moment est-ce que vous définiriez le virage dans la carrière de Soda? C'est-à-dire quand il passe de faiseur à réalisateur, est-ce que c'est sur One Piece, est-ce que c'est sur Digimon, est-ce que c'est sur La Traversée du Temps? La Traversée du Temps. Il change de studio aussi. À ce moment-là, ouais. 2005, il était à Toei, il quitte pour Madhouse Production. Enfin, pas pour, mais. Passage éclair chez Ghibli aussi. Ouais. Étage du château ambulant, d'où tira une petite rancune. Ouais, après on en parlait dans les Kaikoten, c'est pas exactement ça non plus. Il l'a dit en interview que c'était pas. Enfin, c'est bizarre, les interviews
interviews, il dit que genre il déteste Miyazaki. Il y en a, il explique. Je l'ai rencontré à Annecy, je lui ai posé la question, un peu entre ses dents quand même, un peu. Ouais, après, bon bref, on va pas rester sur Ghibli parce qu'on va. Oui, mais c'est une expérience. C'est une expérience. Non, mais c'est une expérience malheureuse. Mais c'est vrai qu'à Ghibli, il a pas réussi à tenir certaines choses en termes de délai de production et tout ça du studio. Donc les torts sont partagés. Clairement. C'est clairement ce qui fait un peu. En revanche, ça c'est important dans sa carrière. Au début, il avait envoyé sa candidature à Ghibli dès le début parce qu'il a toujours été très fan de Miyazaki. Et Miyazaki, en fait, quand il rejetait, il mettait une espèce de tampon. C'est un peu un truc automatique. Ok vu. Genre ok vu, mais non. Ok pas ok. Des os pas des os. Et il l'avait vraiment mauvaise à l'époque. Il a dit qu'il a roulé en boule carrément le refus. Et genre plus jamais. Genre je me ferai plus baiser comme ça. Et il a fait 15 ans à la Toei. Voilà. Maintenant, tu le prends comme tu veux. Je propose qu'on bannisse Ghibli à partir de maintenant. Ouais, on est d'accord. Et qu'on parle de Shizu, qui est donc le studio qu'il a fondé. Et là où il a arrêté d'être un yes man pour faire ses propres productions. Et effectivement, comme on l'a tous dit, la traversée du temps, même si c'est un tout petit peu avant, c'est probablement le moment de. Pour préciser, oui, Traversée du temps, c'est chez Madhouse. Oui. D'abord, Summer Wars, c'est chez Madhouse aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est 2006-2009. Voilà, et ça commence. Shizu, c'est 2011. Avec les enfants loups. Ok. Ouais. Et c'est à partir de là qu'il commence à devenir plus autonome sur ses productions et pouvoir commencer à se définir peut-être un peu comme un auteur. Je ne sais pas, est-ce que le mot auteur qui poursuit des pistes qu'il avait déjà très largement creusées. Pour moi, Traversée du temps, c'est un auteur. C'est son œuvre séminale où il y a vraiment. Traversée du temps, c'est une adaptation, c'est une reprise. Non, mais oui, mais dans le sens que les trucs qu'il a fait avant, comme on l'a dit, c'est des licences, c'est des films de licence, donc il n'a pas un choix absolu. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est par exemple, moi j'adore Summer Wars. C'est étonnant, mais je disais que pour moi la différence c'est que dans le film de Digimon où les histoires sont très similaires, il n'a pas le choix des personnages en fait. Il est obligé de prendre taille et tous les autres couillons et il peut pas choisir et écrire comme il a envie. Mais et tu les as pas vus ? Non, bah Digimon, si, je l'ai vu la série, c'est des couillons. Oui, mais les 20 ans de Digimon sont en 2019, ne grillez pas vos cartouches. C'est surtout, c'est super mineur, c'est 20 minutes qui sont pas d'une qualité à tout rompre, quoi. On devrait pas. Mais justement, la transition de Digimon à Summer Wars est intéressante. Qu'est-ce qui permet de dire que Summer Wars est plus un film de Hosoda que Digimon ? Est-ce que c'est dans le style ? Est-ce que c'est dans les thématiques ? Je pense que c'est très pragmatiquement parce que le Summer Wars c'est un film original et Digimon on lui a forcément imposé un contexte, une histoire, un système quand même de monstres très marketing et du coup il s'en sort très bien je trouve, mais forcément Summer Wars il commence, on voit, à injecter son topic principal de la famille. Et comment est-ce que vous verriez peut-être le traitement de cette thématique ? Est-ce que c'est un traitement cartoonesque ? Est-ce que c'est réaliste ? Enfin, Summer Wars joue un petit peu entre les deux. Est-ce que ce serait pas un début de piste pour définir son style ? Il est passé partout. Enfin, je veux dire, Mamoru Hosoda, c'est des dominos, quoi. Il encapsule ses thématiques. Il fait thématique A, B, puis B, C, puis CD, puis DC, etc. Et il est passé par un peu tous les genres possibles. Alors, effectivement, il y a toujours une matrice science-fictionnelle, littéralement. Parce que Digimon, je sais pas, c'est resté, ou alors il adore faire ça. Mais c'est quand même. Summer Wars, c'est l'un des portraits les plus crédible, on va dire, de la famille Tradi. Puis après, il est passé par des bails Fury, Kung Fu, réalistes, familiaux. Il a effectivement marié un concept, mais toujours diégétiquement lié à une étape de sa vie. On va en parler plus tard, ça, je pense. Et tous les genres, il a fait tous les genres pour le moment. C'est une balle rebondissante, ce mec, plus qu'on ne pense. Grégoire. Après, sur le style, ce que j'avais retenu à l'origine, d'ailleurs, de Baron Matsuri, c'est que son style, il est avant tout esthétique et visuel. C'est des dessins qui sont pas forcément très très détaillés ou travaillés et qui sont efficaces, mais ils sont pas pauvres, ils sont très riches, et en fait la priorité est donnée, je pense, aux émotions qui sont véhiculées par les personnages, aux spectateurs, et je sais pas, je pense que c'est sa priorité quand il dessine. Il y a des couleurs qui sont très vives, c'est peut-être hérité du fait qu'il avait commencé par des productions pour enfants, en fait. Je veux dire, Dragon Ball Z, pas forcément, il y avait des adultes qui regardent. C'est tout, oui, mais il a élargi son public à partir de la traversée du temps. À partir du moment où il commence à faire des longs métrages, il garde cette patte qu'il avait en termes de dessin avant pour des productions pour enfants principalement, mais il la transforme. Et il y a un autre truc, c'est que sur les thèmes, il touche à tout, comme le disait Benjamin, et ça parle à tout le monde. Enfin, je veux dire, qui n'a jamais rêvé de traverser le temps, qui n'a jamais été ému par les sacrifices d'une mère, qui n'a jamais voulu avoir des enfants Fury. C'est ça. Bon, peut-être. Non, mais je veux dire, il y a toujours un truc qui fait vibrer le spectateur parce que ça parle à un imaginaire que tout le monde partage. Puis en termes d'universalité, j'ai déjà rencontré pas mal de personnes qui disent je comprends pas Mirai, j'ai pas d'enfant. Mais attendez, qui n'a pas eu 4 ans ?
tout simplement. Non mais bien sûr. À 100% quoi. C'est ce que je disais vaguement dans ma critique, après je laisse la parole à Céléto, mais c'est universel parce qu'il parle d'émotions qu'il ressent. C'est-à-dire que Summer Wars par exemple, c'est la rencontre avec ses beaux-parents qu'il a essayé de cristalliser à travers ce film, et donc le stress qu'on ressent. Puis son premier gosse, puis le deuxième. Puis voilà, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'être un bon père, qu'est-ce qu'être une bonne mère. Enfin, mine de rien, les films marchent universellement parce que on va normalement reciter le Voldemort de cette émission, mais un peu à l'instar de Miyazaki, c'est quelqu'un qui pense à des thématiques très universelles parce qu'il pense à des choses qu'il a vécues ou qu'il essaie de faire ressentir à travers les autres, en fait, tout simplement. C'est des gens qui sont généreux. C'est des taux. Non, tu disais effectivement le côté qui n'a pas eu 4 ans, pour le coup, je pense que Mireille ne m'a pas parlé, alors je suis bien passée techniquement par l'âge de 4 ans. T'as pas eu 4 ans ? Et à contrario, là où je trouve Les Enfants loups pour moi comme étant vraiment son chef-d'œuvre, c'est que même en parlant de choses qui ne me parlaient pas, d'être mère, d'élever des enfants mi-enfants, mi-animaux, il a réussi à me toucher, mais en plein cœur. Et après, c'est une question d'émotion, donc c'est forcément un point de vue personnel, mais c'est en cela que je pense que Les Enfants loups ou ces autres films ont souvent réussi à toucher plus de gens au cœur que pour l'instant ce qu'a fait Mireille. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce qui transpire dans ce que vous dites, c'est que c'est quelqu'un qui puise dans ses expériences, mais il le dit en même temps lui-même, c'est pas des films biographiques ou autobiographiques. Et là, t'as eu un trigger warning sur Twitter hier, donc je viens de chercher un petit peu sur ton terrain, Benjamin. Mais est-ce qu'il faut forcément dire qu'Hosoda puise dans son vécu pour faire ses films ? Est-ce qu'on peut réduire à ça ? C'est compliqué. Parce que c'est... Je sais pas si on va parler de politique après, si on va griller cette cartouche-là. Non, on va pas la griller tout de suite. Si tu veux. On peut attendre la deuxième partie si tu veux et rester sur son style. Comment définir son style Parce que en fait, j'ai envie de parler d'un grand conflit de la littérature qui confronte les deux, et j'ai envie de comparer. J'ai envie de parler de Proust parce que Mamoru Hosoda. Vas-y, lance-toi. En fait, j'ai envie d'évoquer l'un des plus grands derbys de la littérature, qui est Proust contre Sainte-Beuve, où on parle à la fois d'une intention poétique vraiment du biographisme de sa propre vie, et Sainte-Beuve dit non, nique ta mère, c'est pas vrai. Enfin, c'est l'inverse en fait. Je me trompe parce que c'est Proust qui a rédigé l'essai contre Sainte-Beuve, et du fait qui défendait de parler de soi, de mettre de soi dans son œuvre, mais de la cacher dans une intention poétique. Alors si vous avez suivi, donc c'est ce que fait Mamoru Hosoda, à l'inverse de Koreeda qui fait des films éminemment politiques. Et sincèrement, quand il dit qu'il ne parle pas de lui, mais est-ce qu'il a vraiment dit ça, sincèrement Alors, j'ai regardé les bonus. Je ne serais pas d'accord. Hier, il a dit plus explicitement, il a dit qu'il transcrit dans ses films ce qu'il aurait envie de vivre ou ce qu'il a l'espoir de pouvoir vivre. Par exemple, Les Enfants loups, il l'a fait avant d'avoir des enfants. Il est un peu coincé. Pour son prochain film, il va devoir parler de ses parents ou un truc comme ça. Je lui ai posé clairement la question. Il a botté en touche de fou. En plus, ça doit déjà être déterminé. Là. Alors, il n'a pas botté en touche parce qu'il n'est pas censé en parler. Généralement, les réalisateurs japonais sont ultra mystérieux. Les Japonais sont ultra mystérieux. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Ah, tu sais, curry. Ah non. Ce soir, curry bowling. Non, bien sûr qu'il y a une énorme part de biographisme dans l'œuvre de Mamoru Hosoda. S'il le nie, il s'en rend pas compte, parce que sincèrement, c'est une timeline. C'est une timeline qui est calée sur sa biographie, son œuvre. Puis ça contredit pas mal d'interviews où il disait s'être inspiré effectivement d'expériences personnelles. Donc je pense que ça dépend peut-être de la façon dont on aborde la question, mais à la fois, évidemment, à la fois oui, à la fois non. À la fois, je pense que quand t'es réalisateur, que tu parles de relations humaines comme ça, tu mets un peu de toi-même et de ta vision de l'humanité dans tes films, c'est inévitable. Toi, Cédric, je te voyais être... Non, t'avais pas envie d'ajouter quelque chose, pardon. Si, non, je trouve qu'ils ont complètement raison sur le fait que c'est éminemment personnel, ça se sent, et je pense que une caractéristique de la plupart des personnages de Mamoru Hosoda, ce qui les rend si attachants, c'est une espèce d'altruisme sans borne en fait. Ça veut dire que il a quand même réussi un truc qui est très rare pour un japonais, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui ont un sens du devoir, mais qui l'acceptent pleinement parce que c'est leur choix. C'est-à-dire que par exemple dans Les Enfants loups, la mère décide de devenir une bonne mère, mais parce qu'elle le veut vraiment. Il n'y a pas la contrainte sociétale, même si forcément le poids c'est l'ennemi dans les films de Hosoda, c'est le poids social en général. Dans L'Enfant, le garçon et la bête, il y a le fait que il est analphabète par exemple à un moment, le garçon. Mais finalement, ils deviennent ce qu'ils sont à la fin de leur film parce qu'ils ont décidé de le devenir, et même si c'est un rôle pas valorisant dans notre société moderne, c'est-à-dire que de nos jours, dire qu'une femme va être mère au foyer, c'est de moins en moins bien vu
politiquement parlant, et au Japon encore plus quand c'est une société très fermée. C'est la famille nucléaire à balle. Hein. Et la mère l'accepte parce qu'elle accepte ce sacrifice pleinement, elle accepte le fait qu'elle, en tant que mère, va devoir se sacrifier. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau dans ces personnages parce qu'ils sont jamais forcés. Dans Le Garçon et la Bête, le héros n'est jamais, la bête n'est pas forcé de devenir père, de devenir vraiment un père. Il doit adopter le gamin, mais il devient un père. C'est une valeur de liberté en fait. Ouais, moi je trouve que c'est ça. C'est assez intéressant. Il arrive à faire une contradiction qui magnifie la plupart de ses films. Grégoire, je suis totalement d'accord, c'est que au-delà de raconter l'histoire, il va vraiment loin dans le travail, dans le traitement de ses personnages, c'est qu'il raconte des transformations en fait. Il prend des personnages, des individus, il les fait se transformer devant le spectateur. Par exemple, un enfant de 4 ans qui va avoir peur au début de perdre l'amour de ses parents et qui finalement va accueillir sa sœur. Pas de spoiler, comment moi je l'ai pas vu. Non, mais globalement, le récit c'est ça. Il doit accepter de devenir un grand frère. Et spoiler, il va sûrement le devenir parce que sinon il va la tuer. Donc il présente des transformations, je pense, dans l'objectif de créer des prises de conscience chez le spectateur. Enfin, à mon avis, c'est ce qu'il espère. Il espère qu'en sortant, en ayant vu son film, quelqu'un qui a vu son film et trouvé quelque chose, je sais pas, sorte du film en se disant, bah ça y est, je sais ce que je peux chercher dans ma vie, ou on part peut-être un peu loin, mais il l'a déjà dit en interview que lui, il espérait que si ses films arrivent à toucher les gens, je pense que c'est ça. Il cherche avant tout une prise de conscience. C'est pour ça qu'il véhicule des émotions et qu'il cherche à mettre en scène, à dessiner des transformations d'individus. On approfondira cette notion de transformation et d'altérité dans la deuxième moitié du débat, car là un petit fétiche aussi de Mamoru Hosoda. Peut-être, on ira plus loin dans le fétiche après la pause musicale. Et là, je me frotte les mains car j'anticipe une reco. C'est donc, on va s'écouter Koji Wada. Le morceau c'est Butterfly. Et vous savez d'où ça vient? C'est Digimon. Et ben voilà, bravo. À tout de suite. De retour dans Hyperlink avec Benjamin qui te devine toujours. Cette fois-ci, il met avec les deux mains, c'est bien. C'est incroyable, j'attire l'attention facilement. Ouais, non, mais t'inquiète, en fait, je taquine une personne chaque semaine là-dessus, parce qu'il n'y a pas une seule personne qui arrive à se tenir. Mais comment veux-tu rester stoïque face à ce bed? Très bizarre. Moi, la fièvre du disco est en moi. J'espère que le chat est assez galvanisé. On a Phénom, effectivement, qui. Phénom, il bouge son popotin en permanence aussi. Oui, évidemment. Et puis, surtout qu'il nous rappelle que, évidemment, Rest in Peace, Koji Wada, déjà 2 ans. J'espérais qu'on le mentionne, c'est parfait. Très bien, ben voilà. Bon, de retour pour parler de Mamoru Hosoda. On va arrêter de parler de Digimon, s'il vous plaît. Oh. Mais quand tu veux. Oh là là. Tout le temps. Tout le temps. Non mais j'ai dit rematch peut-être un jour. On ne sait pas. Tu mentionnais avant la pause cette fascination de Hosoda pour l'altérité et la transformation. Fétiche de transformation. Le fétiche de la transformation, je ne sais pas. Physique peut-être, mais aussi peut-être que ce soit physique ou peut-être même dans l'identité avec Summer Wars, avec cette espèce de grand univers interface qui est Oz. Oh là là, Isekai, oh wait. Mais non, tu n'es pas content quand je dis ce mot. Pourquoi cette fascination de Hosoda pour les univers interface? L'arbre sert d'interface pour aller dans un autre univers où on peut se retrouver. Les enfants loups, c'est le retour à la nature. Bakemononoko, donc l'enfant et le garçon et la bête, c'est pareil, c'est un monde parallèle. Une ruelle. Voilà, une ruelle. Pourquoi à chaque fois cette fascination pour sortir de la réalité, pour trouver une vérité, quelle qu'elle soit? Moi, c'est que mon interprétation personnelle, et c'est pas forcément propre à Hosoda, c'est propre à beaucoup d'asiatiques, c'est le concept de transcendance qui est lié aux religions bouddhistes et shintoïstes. En fait, c'est le fait de passer des étapes, c'est le fait de réincarnation, c'est le fait d'avoir une élévation spirituelle. En fait, pour moi, le concept de transcendance ou même d'avatar, tout simplement. C'est le fait que c'est pas ta chair qui va te définir, c'est ton âme et ton esprit. Donc, par exemple, dans Summer Wars, le héros, il est c'est un mec lambda, c'est un japonais lambda, pas très machin et tout ça. Et en fait, ce qui le caractérise, c'est qu'il est très doué en maths. Et au final, quand il est dans Oz, il est pas forcément mieux, mais il va se révéler par Oz et ainsi de suite. Beaucoup de personnages ont une double identité, une polyvalence par ce biais-là. Donc, moi, la transcendance, c'est un truc assez prononcé chez lui. Benjamin? Alors je suis plutôt d'accord, effectivement, je pense que c'est un motif. Enfin, dans motif, il y a un bail narratologique qui du coup peut pas être présent ici, mais disons que comme tous les films d'Hosoda ont une thématique commune, c'est avoir le cul entre deux chaises. Et il faut un espace de transition, donc une matrice, donc etc. Voilà, elle est représentée de manière différente à chaque fois, sauf dans ces 3 premiers films où c'est un peu la même. Oui, pour des tas. Mais disons que c'est une nécessité thématique pour le moment.
C'est des taux. À mon sens, ce que tu mentionnais avec par exemple cette limite entre le fantastique et la réalité, c'est quelque chose en fait qui est très présent, je trouve, dans la production globale manga ou animé, et qui, je pense, comme dit Cédric, vient de cette culture bouddhiste, mais je pense à des choses qui n'ont rien à voir, où je m'étais fait la réflexion que le fantastique est là pour donner un coup de pouce de réflexion sur les relations humaines réelles, en fait, à par exemple tout ce qui est Kei Animation, donc Clannad, R, donc rien à voir, mais du coup justement sur des productions très différentes. Le but au final, c'est vraiment de parler des relations humaines, et le fantastique est là pour les mettre en avant de façon différente. Donc pour toi, c'est l'idée de devenir acteur, devenir plus actif face à la fiction ou face à des univers fictifs. C'est un ingrédient en fait qui est juste là pour parler d'humain en fait, pour parler de nous, mais avec un angle neuf. Je pense que ça permet justement de renouveler. Puis aussi, il y a un côté forcément un peu plus stimulant, je pense, pour l'humain, quand il y a cette touche de science-fiction, de fantastique qui vient nous réveiller. Et tout ça pour parler, je pense, toujours de famille ou de relations au final. Ou de transitionner entre les âges. Elle a complètement raison, c'est-à-dire que c'est que mon avis personnel, donc faut pas mal le prendre, mais par exemple, moi, tout ce qui est un peu livre classique et tout ça, vous parlez des trucs que je trouve très beaux, du Proust et ça, mais bon, moi, personnellement, ça me fait chier. Mais je suis tout à fait d'accord, je me suis tapé 5 ans. Mais en revanche, les thématiques abordées sont des plus intéressantes, et du coup, ce que j'aime, c'est que des nouveaux auteurs me revisitent ça, en fait. Donc, quand Osoda te parle justement de concepts philosophiques. Par exemple, tu nous avais passé en off une petite vidéo sur la traversée du temps et le chat de Schrödinger, ou le concept du choix. Pour moi, c'est super intéressant parce que de façon didactique, il te fait apprendre des choses. Pour moi, c'est ça le concept même de la pop culture. C'est ce qui me plaît autant dans la pop culture. Peut-être tu n'es pas d'accord avec le terme de pop culture. Non, c'est pas ça, mais je venais de penser en fait à un indice qu'on peut creuser, parce qu'il y a une référence littéraire quand même très forte à la fin du Garçon et la Bête. Oui, je me rappelle plus, mais vas-y. Il parle de Moby Dick. Oui, carrément. Il y a des baleines dans Summer Wars aussi. Mais la baleine. Donc voilà, donc moi j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, je trouve que c'est ce qui fait la beauté d'auteurs comme Osoda, ou même on parlait tout à l'heure des Indestructibles 2. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le concept randien, c'est l'objectivisme et comment Brad Bird le traite dans ses films. J'aime que des auteurs en fait essayent d'aborder des courants de pensée par le biais de la narration et surtout du divertissement, en fait, parce que quand on te divertit, ça rentre plus facilement, étonnamment, que quand tu dois te taper un essai de 500 pages. Ça dépend quoi, parce que les gamins qui jouent à Fortnite aujourd'hui, il n'y a rien qui rentre. Non, bien sûr, mais alors je te passerai le livre sur le surimi qu'un monsieur a écrit sur le surimi. Il a écrit 3 livres de 600 pages sur le surimi. Tu viendras à l'expo du surimi, tu verras, ça a l'air très drôle. Mais du coup, revenons peut-être à ce que vous remettiez, Cédéto, Benjamin, le sujet de la famille au centre du débat. Peut-être partons un peu plus en avant là-dedans. Oui. Vu qu'on parlait de politique tout à l'heure, en tout cas on s'interdisait d'en parler et entrons peut-être sur ce terrain-là. Pourquoi aujourd'hui, cette semaine, l'actualité fait qu'on a une affaire de famille et on a Mirai en même temps qui sortent, qui sont 2 films qui ont un regard quand même assez particulier sur la notion de famille. Il y a l'un qui est politique et l'autre pas du tout. Pas du tout, mais pourquoi il y a cette espèce de recrudescence comme ça, de questionnement sur la famille aujourd'hui dans la pop culture japonaise? Peut-être parce que, comme on le disait dans Your Name, peut-être qu'on a tous un petit peu besoin de liens, un peu de musubi, et quoi de plus que la famille, qu'on la choisisse ou pas, je ne sais pas, c'est peut-être une obsession un peu sociétale qu'on a tous et qui se retranscrit de manière cathartique comme un anime dans les films. Oui, c'est des taux, tu voulais rebondir. Je pensais que tu irais plus sur le terrain de le problème du manque d'enfants et de jeunesse au Japon, qui fait qu'il y a une espèce de besoin nécessaire de, entre guillemets, faire la propagande de faire des enfants, c'est sympa. La chose. Et en plus d'essayer de maquer désespérément des Japonais ensemble pour qu'ils fondent des foyers, et ce qui n'est pas évident dans leur culture actuelle. Mais effectivement, il y a toute la question du natalisme avec Shinzo Abe. Oui. C'est difficile d'en faire un enjeu parce que la famille d'Osoda, elle est jamais nucléaire, quoi. C'est jamais le modèle traditionnel, papa, maman, etc. Bon, il y a des furies, des enfants, etc. Sauf dans Mirai. Sauf dans Mirai, effectivement, où on y revient. Ou un personnage de nana pas terrible dans Le Garçon et la Bête. Vraiment, il n'écrit pas toujours super bien ses persos, mais il a quelque chose d'un peu subversif par rapport à ça. Et c'est pour ça que, même si on est un peu tenté de le coller de traditionnalisme, surtout après avoir vu une affaire de Summer Wars,
il ne fait jamais ça, sauf si vous avez des enfants furies qui se transforment, et ça c'est cool. Je vous félicite. Je pense que même dans les enfants loups, au final, le message c'est aussi, enfin même si tu te retrouves toute seule, il essaie d'insuffler l'énergie d'y aller quand même, sans parler forcément du fait de ne pas y arriver justement. Enfin, il en parle un peu. Dans les enfants loups, le concept pour moi, c'est surtout, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mère. En fait, t'es juste une bonne mère si t'as réussi à amener ton enfant à l'âge adulte. Et donc, quel que soit le choix de ton enfant, du moment qu'il soit en bonne santé, c'est ce qu'elle dit vaguement à la fin. Elle dit s'il est en bonne santé, ça me va. Quel que soit son choix, du moment qu'il va bien. C'est le concept de transmission. Pour moi, dans les deux cas, que ça soit chez Koreeda ou Osoda, la famille est. Le concept de famille, c'est plus ça qui est important que la famille en soi. Ça veut dire que par exemple, après la tempête de Koreeda, on suit mine de rien l'histoire d'une déconstruction de la famille divorcée, ce qui est très rare à montrer au Japon et dans les familles japonaises, c'est les tabous. Et le questionnement n'est pas de savoir. Lui, le héros aimerait bien revenir avec sa femme, mais la vraie question au final, c'est quid de l'enfant, parce qu'ils ont un enfant. Alors est-ce que comment on va l'éduquer, comment ça va se passer? Alors pour nous, ça nous paraît banal parce que dans notre société, on aime se marier à tout va et divorcer à tout va. Là-bas, c'est différent. Même pour nous, c'est subversif. Enfin, le mec, il triche au jeu, il pique de l'argent à sa grand-mère. Je suis pas d'accord dans le sens que les 3/4 des comédies françaises parlent de tromperie et de mensonges. Donc, oui, mais justement, on parlait de cinéma, s'il te plaît. Oui, mais mine de rien, ça représente notre cinéma. Et la différence, elle est là. C'est-à-dire que dans les films japonais, on te montre jamais un héros menteur, tricheur. Koreeda le fait, Osoda fait. Enfin, les personnages chez Osoda, ils peuvent être des voleurs, ils peuvent être des va-nu-pieds, ils peuvent être des. Non, c'est des anti-héros, disons. Ils ont toujours des valeurs. Ils sont valeurés. Ils sont pas parfaits, mais ils sont loin d'être. Tu peux être un voleur et avoir des valeurs. Tu peux être un Robin des Bois. Ouais. Mais après, je trouve ce qui lie tous ces films, c'est que ce qui est mis en avant, c'est surtout la force collective, un peu on va dire, soit d'un clan, mais par extension du peuple japonais, de tout le pays. C'est que par exemple, si on prend Summer Wars, face à l'intelligence artificielle contre laquelle Osoda met en garde. Clairement, c'est la force collective d'un clan qui va l'affronter et qui va, par extension, métaphoriquement représenter tout le Japon qui peut. Enfin voilà, il y a ce message qui est derrière tous ces films. Et le lien, le lien, ouais. En fait, il y a ce côté. Tu fais bien de rappeler effectivement cette approche collective. Puis dans Summer Wars, un truc qui m'avait échappé la première fois, c'est justement ce rappel que ils descendent d'un clan qui a participé à la guerre d'unification du Japon, et donc il y a une approche très clanique aussi de tout ça face à un envahisseur étranger qui a un peu une tête de Mickey. Je dis ça comme ça. T'as deux doigts de faire une Uderzo là, attention. Une Goscinny, pardon. Non, c'est Uderzo. C'est Uderzo le ciel. C'est trop maudit, on s'en fiche. Je suis désolé. C'est satanique. Ou alors c'était trop en avance sur son temps. Hashtag le secret de la potion magique. On ne sait pas. Uderzo est-il de Johnny? Non, stop. J'arrête. Mais non, où est-ce que j'allais avec ça? Oui, c'est justement rappeler la force de la collectivité et le rôle de la grand-mère qui est un instituteur. Même ça, scénaristiquement, je trouve que c'est une très bonne idée en fait pour montrer le lien qu'on peut créer tout au long de notre vie et comment on peut faire perdurer ou non ce lien quoi en fait, parce que globalement c'est ce qui sauve, c'est son carnet d'adresse quoi. Et le service public, mais c'est elle qui domine le service public, elle contrôle le maire, elle contrôle les pompiers, enfin elle contrôle tout. Ce qui met en péril la plupart des situations dans Summer Wars, c'est la famille elle-même, genre les gosses ou le crétin de flic, donc c'est quand même un peu les rebondissements de ce film avec du recul. Crétins, c'est un motif très japonais. Ça. Il faut des crétins chez Osoda, de toute façon, il faut toujours des personnages un peu rigolos. Mais sur certains points, il est un peu avant-gardiste parce qu'une hiérarchie matriarcale, comme dans Summer Wars, c'est pas courant en fait. Une hiérarchie patriarcale avec un homme à la tête du clan, ça c'est normal. Que tout le monde soit lié à une grand-mère et que toutes les relations de tous les individus, y compris masculins, comme il s'appelle Kenji, le lycéen, que toutes les relations se définissent par rapport à une femme, ça c'est un peu différent, c'est un peu décalé. C'est différent en termes de film. Je réponds juste à ça. C'est différent en termes de film, mais ça marche justement parce que c'est une institutrice en fait. Et t'as le respect du professeur, donc peu importe son sexe, c'est un professeur. Et en fait, c'est ce qui montre, c'est ce qui lui a donné un ascendant, une domination dans son clan, tout simplement. Et donc pareil après avec les autres. C'est juste que, à mon avis, c'est peut-être aussi l'âge. Je pense que l'importance de l'âge au Japon est peut-être plus marquée que le. Enfin, en vrai, si, il y a plein de choses qui font qu'il y a du sexisme au Japon d'une façon ou d'une autre, mais voilà, les anciens, dans ce cas-là, prédominent, étant donné que, a priori, son mari n'est plus de la partie. Mais pour finir un petit peu, pour commencer un petit peu à se diriger tout doucement vers la fin de ce débat, pourquoi est-ce que cette
thématique pourtant japonaise, c'est ce questionnement sur la famille japonaise, avec des héros ancrés dans le quotidien, des personnages qu'il aimerait rencontrer lui-même dans sa vie quotidienne. Pourquoi, malgré tout ça, Hosoda est un réalisateur international? On voit qu'il est très présent à l'international, il fait lui-même le déplacement, il se rend en France à chaque promotion de ses films. Qu'est-ce qui fait que, malgré ces thématiques très japonaises, il parle à un public international? Thématique japonaise, c'est vite dit quand même. On a tous une famille, on sera nombreux à avoir des gosses. S'il y a effectivement une emphase un peu thématique sociétale ancrée dans le quotidien des Japonais, c'est quelque chose qui nous parle aussi. Donc je ferai pas un effet de manche. Non, mais c'est qu'on venait de parler justement de cette puissance du collectif japonais. Oui. T'as un ancrage quand même. La différence, on parlait de Koreeda. Moi, ce sera mon seul truc, je pense. Après, je vais laisser parler les autres, je parle beaucoup trop aujourd'hui. C'est Koreeda. En fait, t'en parlais un petit peu lorsque tu parlais d'un air de famille, où toi tu disais que tu trouvais que les scènes de la vie quotidienne étaient un peu pas banales, mais tu disais quelque chose un peu dans le genre. Qu'elles étaient un peu forcées pour créer du lien. Et moi, je trouve que je suis pas d'accord parce que je trouve qu'elles marchent très bien dans du sens. Non, mais elles ont du sens pour une famille japonaise. La différence, elle est là, c'est que Koreeda, il décrit vraiment la situation de son pays. Hosoda, il décrit la situation d'une famille. Il ne va jamais plus loin que ça. Chez Hosoda, un dîner, c'est un dîner. Alors, ils sont à table autour de saumon ou de shirashi ou de ce que tu veux. Ok, c'est un dîner. Chez Koreeda, c'est vraiment des activités purement japonaises qui va ancrer le peuple japonais parce que c'est quelque chose que tous les Japonais font. Aller au bain public et ce genre de choses. En fait, tu l'as moins chez Hosoda. Hosoda essaye juste de décrire des situations assez universelles. Manger, dormir, avoir un enfant, avoir un machin. Donc il n'y a pas de tropisme. Pour moi, non. C'est ce qui fait qu'il arrive à avoir une certaine universalité, en tout cas pour ces thématiques-là. Après, voilà. Je t'ai entendu inspirer. Il inspire beaucoup. Tropisme, Nathalie Sarraute, c'est pas exactement ce que ça veut dire. Trop, c'est un anglicisme assez vilain, mais je saurais pas le traduire. Donc c'est un. La tentative d'éducation de Benjamin a échoué. J'aurais voulu avoir le fruit de cette réflexion. N'hésitez pas sur le chat évidemment à participer. À parler de tropisme. À parler de tropisme, c'est important. Tropisme inégal, trops inégal, lieu commun. C'est trois trucs différents. Effectivement. Quelle piste vous verriez pour la suite de la carrière de Hosoda? Le catch. Quoi? Non. Pourquoi? Je vais dire une connerie. Qu'est-ce qui se passe? Justifie. Après avoir mis en perspective le travail de Koreeda et celui de Hosoda, c'est vraiment genre si je devais espérer qu'il aille dans une direction, le côté effectivement légèrement subversif et le questionnement un peu plus social ou politique un peu plus poussé, je serais heureux qu'il aille vers ça parce que son assise lui permette de parler un poil plus librement. Mais le drame, c'est qu'on lui reprocherait sûrement. Mais bien sûr. Il le fait déjà dans Le Garçon et la Bête. T'as quand même un voleur analphabète. Moi, je reste sur ça. Puis ses parents se sont barrés, il est abandonné. Oui, mais vraiment. Je trouve que c'est pas le même appui. Parce que c'est pas ce que tu mets en avant. Mais mine de rien, c'est un trope narratif. C'est-à-dire qu'à la moitié du film, on te dit je sais pas lire, faut que j'apprenne parce que la société elle me juge, tu vois. Oui, mais du coup, il va dans le sens de la société, tu vois, au final. Oui, mais il y a quand même ce concept qu'il est mis à bord de la société, au demeurant qu'il vit avec Fairyland, c'est juste... Du coup, pour moi, ça reste consensuel dans le cheminement que ça fait. Ce qui n'est pas un mal, vu que ça aborde aussi plein de belles choses. Mais qui sortent un peu plus du bois sur certains sujets. C'est ce qui me rendrait personnellement heureuse. Enfin, je me dis que ça pourrait apporter un peu de piment dans son travail. Si on raisonne vraiment de manière un peu algorithmique, un peu logique à l'extrême, et il avait pas tant de beauté en touche que ça parce qu'il avait quand même évoqué ses parents et effectivement on n'en parle pas, mais les personnes âgées, les vieux japonais, je pense que c'est une piste qui pourrait se faire sur la suite. Alors pas forcément les siens, je sais pas, encapsulés d'une manière ou d'une autre, mais je pense que c'est une piste. Alors oui, vas-y. Je trouve ça super. J'y avais pas pensé, mais en plus on parlait de Bonne Nuit Poun Poun tout à l'heure, le mangaka de Bonne Nuit Poun Poun, et j'ai un énorme trou de mémoire. Inu Asano, merci, et vient d'annoncer, son nouveau manga traite des vieux justement, et de la manière dont les vieilles personnes sont traitées dans la société japonaise. Miyazaki, encore lui, dans Ponyo, traitait entre autres des personnes âgées parce qu'il avait voulu faire un film pour les petits, mais aussi pour les vieux, et en mettant en avant les vieilles personnes. Le gap générationnel, toujours. Non, mais surtout, il avait dit jamais on met une mamie de 80 ans en héros, même Sophie dans Le Château Ambulant. Il est temps de changer les choses. Il y a un revival des vieux, je trouve ça assez intéressant. Moi, je vote pour. Allez, un truc avec des édentés. Le revival du folk et des vieux. Est-ce que moi, j'avais ma petite théorie sur I Love Dogs de Wes Anderson, c'était justement le fait que les chiens, c'était les vieux.
Que le chien, Oui, c'était oui, les Les vieux. chiens, ce sont les vieux, Oui. en fait. Mais peut-être que ça peut débloquer certaines choses, effectivement. Pourquoi pas un film sur les vieux. Peut-être qu'Osoda est un peu jeune pour ça. On se donne rendez-vous Il a dans quelques 5 années. Mais il a des parents Il a aussi, bientôt et 50 ils ans. sont encore vivants. Donc, C'est ce que Il a dépassé les 50 ans. Effectivement, ce serait intéressant de ce côté-là. Moi, j'avais eu dans une interview donnée à Télérama, propos recueillis par Guillemette Odissino, j'espère que je n'écorche pas son nom, il disait: si mes producteurs sont d'accord, mon prochain film sera une histoire d'amour. Je pense que si on suit après un cycle très basique d'évolution d'âge de ces personnages, on arrive à quelque chose peut-être autour de la dizaine ou du début de l'adolescence. Et sinon il allait sur ce terrain-là, ou même on peut imaginer qu'ils mettent un personnage jeune pour justement nous faire entrer dans une histoire avec des personnes très âgées. Je pense qu'ils pourraient créer des choses intéressantes. Si tu me donnais 5 minutes pour écrire un pitch du nouveau prochain Mamoru Hosoda, je te ferais un couple de petits vieux vraiment en fin de vie dont tu retracerais leur histoire d'un bout à l'autre façon Up, avec plein de belles métaphores fantaisistes, etc. Attention, est-ce qu'il vient pas de teaser inconsciemment le futur? C'est dans 6 mois, on aura peut-être la réponse. La boule de cristal. Faudra réécouter cette émission à ça. ce moment-là. Très bien. Un dernier mot pour finir, les amis, avant qu'on passe aux choses sérieuses. Grégoire, Benjamin, Cédéto, Cédric, Sœur Pierre. avocat. J'aimerais bien savoir quel est le préféré de chacun autour de la table. Ah oui, bonne question, effectivement. Je n'avais pas marqué sur le conducteur, mais Moi je l'ai déjà dit, mais c'est les dur. enfants loups. À toi, voisin de droite. Moi je l'ai vaguement dit tout à l'heure, je les aime tous autant, mais Summer Wars parce qu'il me parle beaucoup au niveau de beaucoup de thématiques, mais surtout je trouve qu'il a certains de ses plus beaux personnages. Je trouve que la famille a une... Et même le héros, en fait, je trouve tout le monde mignon, l'héroïne elle est belle. Quand j'étais jeune, j'avais envie de l'épouser. Enfin, bref. Alors qu'elle est capricieuse et. Mais c'est pas grave parce que je trouve que par rapport à d'autres personnages capricieux, elle l'est moins et c'est plus logique la manière d'aborder parce qu'elle a un vrai poids social qui lui impose d'être un peu connasse. Je mets des piécettes sur la traversée du temps aussi, dont on n'a pas assez parlé. C'est Et vrai. qui pour moi est mon top 2. Donc, Mais je l'ai pas assez revu, donc je pouvais pas assez en parler. Grégoire, puisque c'est très frais. Summer Wars. Summer Wars. Je les ai pas tous vus, mais Summer Wars. Et toi, Benji? C'est très dur. Je pense que celui que je considère comme son meilleur, c'est Le Garçon et la Bête, Hot Take, parce que c'est le plus Choqué. complet. Et celui que je préfère personnellement, en plus, dans la signature un peu involontaire, c'est à chaque fois il y a un personnage qui pleure, mais des pleurs réalistes, des pleurs à grosses gouttes où c'est dégueulasse, ça ressemble à rien. Et il y a l'une des plus belles scènes comme ça dans Les Enfants Loups. Et Les Enfants Loups est il y a une grandeur d'âme de fou derrière ce film, et j'adore ça. Et mon mot de la fin sera fétiche des transformations. Très bien. Bah, moi, Les Enfants Loups, il n'y a pas de mystère. Je vous l'ai déjà abondamment dit hors antenne. Les Enfants Loups, c'est un des films de ma vie. Matez-les tous, quoi, de toute Voilà. façon. C'est fantastique. Matez-les tous. Ouh là Moi je là. suis team Pokémon, hein, D'accord. tu me Oh, rappelles. Soda. Et effectivement, sinon, parce qu'il a pour lui une certaine concision, malgré tout ce qu'on peut dire, Digimon, mais le deuxième, Our War Oui. Game, voilà, qui est tout le countdown final et la façon dont ça se résout, dont il fait converger toutes les actions du film en un seul climax. Je trouve ça assez incroyable en termes de montage. Et rien que pour ça, c'est assez fantastique. Une vraie Big up à question. Version vas-y. japonaise ou version américaine? Ah, version japonaise. Version japonaise, Version d'accord. japonaise, parce que Our War Game en version japonaise dure une quarantaine de minutes. Ah, me il a semble. été raccourci. Ouais, 40-50 minutes, alors que la version occidentale, c'est une compilation de 3 ou 4 films Digimon condensés en 1h30. Ouais, donc Ce ils ont qui est très forcément bizarre. shorté. Voilà. Les amis, 18h23, c'est la fin de ce grand débat consacré au soda. J'espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. Merci Cédéto, merci Benjamin d'avoir répondu à notre invitation. Mais l'émission n'est pas terminée, car c'est l'heure du quiz musical. Le quiz musical cette semaine s'intitule sobrement We Are Family. Voilà, la thématique est suffisamment... Madness, j'ai gagné, allez. Un point pour moi. Bon, je compte sur toi. hein, là. Wow, pression. Très bien, alors Il aime de mon côté. moi, j'avoue. Alors, je sais pas, on va voir. je rappelle les règles, 1 point par bonne réponse, 5 morceaux. Si vous ne donnez pas la bonne réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Benjamin, tu es du bon côté, tu es du côté de l'équipe bleue. Ah, mais c'est pas genre Miyazaki contre Soda ou un truc du genre? Non, 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 non. Donc, équipe bleue, Benjamin, Grégoire. Équipe rouge, Cédéto, Cédric. 5 morceaux articulés autour du thème de la famille. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. Alors, Les enfants. Oui. Ah, ben non. Non, parole à Summer Wars. Summer Voilà. Wars, bien joué. Summer Wars, 1 point pour l'équipe rouge. The Summer Wars, donc le thème principal de Summer Wars, composé par Akihiko Matsumoto.
Voilà, donc Bien joué. je vois Avec pas une la très fin. belle partie d'Anafuda à ce moment-là. Très bien, tout à fait. Bah, qu'il est bon. 1-0 pour l'équipe rouge. Deuxième morceau. Ah, Jojo. Bien joué. Premier jeu. Pourquoi je lève la main Attends, Premier, ça fait pas quoi du tout premier, mais C'est- Jojo Non, Bizarre non, Adventure. c'est Jojo Bizarre Adventure, la deuxième opening Voilà. de Coda. Est-ce qu'on peut l'avoir un peu plus fort? Et bravo pour cette réponse à vitesse max 5. Voilà, est-ce qu'on peut effectivement avoir les musiques un petit peu plus fort, mais Faut que j'arrête de c'était lever la main, on a bien Merci, réponse en Larry. même temps en plus. Bloody Stream de Coda, opening de Battle Deux. of Dancy, voilà, opening 2 de Jojo. Non, mais là, on peut Bizarre rien faire, hein. Animé 2012-2013, C'est fini, hein, disponible clairement pas. sur Crunchyroll. 2-0 pour l'équipe rouge. Troisième morceau. La famille Adams. Ah, alors attention, là c'était exactement au même moment. Il faut faire le Un point ralenti. partout. Benjamin et Cédric se regardent dans les Faut yeux. mettre un mois Ça va se partout, jouer au Shifumi. Ah bon Ah ouais. Ok, Le allez. Shifumi, le moins radiophonique du monde. Shifumi. Yes. Et Benjamin Il a vu gagne. que je l'avais ouvert, il a fait la technique de gonne. non, Il a non, fait la non, technique de gonne, c'est pas grave. On donne le point, on n'est pas Nous, joueur. on a des points culture. Benjamin a gagné le Shifumi, c'est donc Il a le 2-1 point hasard. pour l'équipe rouge. C'était le titre principal de la famille Adams de Barry Sonnenfeld, version 91, composé par Mark Sheyman, dont on n'a plus trop de nouvelles depuis. Quatrième morceau. Ah, si, c'est Family Matter et le titre français c'est la série. Ah, c'est la série avec Steve Urkel et c'est La vie de famille. La vie de famille, oh la vache. Waouh. Il y avait 30 secondes le temps qui blablate pour trouver, je l'ai pas eu, ça m'énerve. En Bravo. même temps, c'est l'époque où il y avait 40 trucs avec famille machin, notre belle famille machin. Mais Family Matter, je l'avais quand même, tu vois, c'est le titre anglais. Family Matters, tout C'était à la fait. période de C'est à la maison, je sais plus quoi. Tout ça, ouais. Notre peu belle après, famille. mais oui, c'est ce genre de cette truc. période. J'ai des Alors, familles. Family Matters, la vie de famille en français, on y perd la traduction parce que Family Matters, ça veut dire ça se passe en famille, mais aussi la famille, c'est important. Voilà, belle imitation. Il y a Married with Children. Série Sur des conneries. diffusée de 89 à 97, diffusée chez nous dans Club Do en 95, on l'oublie souvent, et ensuite sur M6 et sur toutes les chaînes câblées à peu près TN9 le Forever. Voilà, morceau de Jesse Frederick, As Days Go By. 3-1 pour l'équipe rouge, j'ai envie de dire. C'est le dernier morceau. Tout va se jouer maintenant. Ah, c'est Clanade. C'est bien, j'en ai parlé Mais ils tout à sont l'heure. rapides. C'était absolument inespéré que je mentionne Clanade dans cette émission et qu'on l'ait dans le quiz. Attends, Japon, animation, famille. Ouais. Pas dire Clanade, c'est compliqué. Et c'est venu par le fantastique, comme quoi. C'est venu par le fantastique. Bon bah Clanade, évidemment, visual novel de Ki, sorti en 2004, adapté en animation par Kyoto Animation en 2007. Ending Dango Daikazoku, interprété par Chata. J'ai tout dit à peu près. Clanade, une série qui mérite d'être regardée. Totalement. Oh, c'est Kyoani. C'est plutôt des bonnes valeurs. Oh, fais pas cette tête. Désolé Grégoire, ce ne sera pas pour cette semaine. Ah, j'ai l'habitude. C'est Toujours la- pas. Toujours pas. C'est la fin de ce quiz musical. 4-1 pour l'équipe rouge. Bravo. Yeah. J'ai bien fait de te prendre avec moi. Je savais que tu me C'est toi serais. qui as choisi. Oui, j'ai dit je l'avais avec moi pour le quiz. Les amis, c'est l'heure des recommandations. En avez-vous? Oui. Plein. Très bien, c'est toi d'abord, pardon. Alors deux petites. Cette saison sur Crunchyroll, je regarde en français québécois Tête de squelette Honda-san, qui est l'histoire d'un mec qui se représente avec une tête de squelette. C'est autobiographique, ça parle d'un libraire au Japon tout simplement, de façon assez humoristique sur un format 10 minutes fait par le studio qui a fait Termae Romae. C'est graphiquement donc très cheap, mais pour mieux servir le propos. Et on y trouve des caméos de personnes réelles comme Frédéric Tout-le-Monde, qui sont vraiment des acteurs du milieu de la bande dessinée occidentale au Japon, et on apprend plein de choses sur le métier et en même temps c'est hyper drôle, donc grosse reco. Très bien, bah, c'est noté. Toi Benjamin, quelles sont tes recommandations? Super recommandation de Solène Alors. déjà. Et billet de récence parce que je les ai vus tous les deux hier, mais dans très peu de temps, le 2 janvier sortira un coffret. Alors c'est une très belle recommandation que je vous fais, mais il y a là un énorme problème. C'est la trilogie Anime Rama de Keiichi, je crois, Yamamoto, je me trompe pas de son prénom je crois, et produit par le studio d'Osamu Tezuka, qui sont donc Les Mille et Une Nuits, Belladonna. Cléopatra et Belladonna of Sadness, qui sont des films ultra avant-gardistes, datés 69, 70, 73, un peu de cul avec des angles différents, qui parlent aussi de tradition orale et de la sorcière de Michelet, donc là c'est vraiment des bails littéraires assez importants. Et ils sont super beaux, ils sont psychédéliques, et c'est 3 films séminaux que je vous recommande très fort,
mais le coffret coûte 175 Ouh là €. là. Oui. Après, il y a beaucoup de bonus, hein, il me semble. Par exemple, il y a plus ou moins tous les bonus de Belladonna se retrouvent dans le coffret. Ouais, parce que Mais dans Bella- rien ne justifie un tel prix. Enfin, Dans Belladonna, par exemple, il y avait le CD qui, du coup, prenait les musiques de la série qui sont disponibles que genre en vieux vinyle. Enfin, c'était des choses assez inespérées. c'est très. donc, Très belle Là, j'ai pas assez d'infos, mais il faut revoir s'il n'y a pas justement, ils ont pas remis une bonne partie des bonus dedans C'est qui un pourraient justifier ce Bah, prix-là. bel objet, quoi. Ils savent que c'est la niche, donc ils se disent, bah, quitte à en vendre que 50, bah, autant le vendre cher C'est pour sûr que c'est rentabiliser. pas En ton tout joueur cas, de Fortnite de 14 ans qui va l'acheter. Ces 3 films-là, la trilogie Animerama est ma recommandation d'aujourd'hui. Très bien, Cédric. Oui, moi j'en ai une petite, c'est mon t-shirt, il est très bien. Non, mon t-shirt c'est une série qui est sur Netflix, qui est disponible, c'est une mini-série qui est finie en 10 épisodes, ça s'appelle Over the Garden Wall, qui est juste hallucinantement oufissime et qui raconte l'histoire de 2 enfants dont le grand frère est interprété par Elijah Wood, qui se sont perdus dans une forêt dans les bois et qui veulent rentrer chez eux, et ils vont leur arriver plein de mésaventures, et c'est onirique, c'est dépressif, c'est tout ce qu'on veut, et c'est juste ouf quoi. Ça a l'air C'est cool. ouf et j'en dis pas plus parce que moins vous en savez et mieux vous serez surpris. Mais c'est un des meilleurs trucs que Cartoon Network ait fait ces dernières années. Très bien, c'est noté. Et toi, Grégoire? Alors, au risque d'insister, une affaire de famille, Ah oui, clairement. quand même. Au risque de paraître insistamment Ah, insistant. voilà, mais Approuvé bon, par toute la tablée, je crois. Voilà, mais Il est très loin. non, sinon c'est une saga que j'ai redécouverte, c'est le cycle de la Fondation d'Asimov, qui est incroyable. C'est en 5 tomes. Il y en a 3 qui fonctionnent ensemble, 2 qui sont chronologiquement situés un peu plus tard dans l'histoire et qui racontent l'histoire de, on va dire d'un groupe de personnes qui est envoyé à l'autre bout de l'univers en prévision de la chute d'un empire galactique. Et on voit comment ils sont censés refonder un nouvel empire galactique et réduire une période de troubles à 1000 ans, je crois, alors qu'à l'origine c'était 10 000 ans, il me semble, je sais plus. C'est un peu long, hein. C'est très vaste. Il y a 2000 pages à lire quand même, mais c'est incroyable, vraiment, ça se dévore. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu des bouquins qui m'avaient pris tous les après-midi en fait. Enfin, je veux dire, au moment où je m'y étais mis, je me lève pas de mon lit ma chaise avant d'avoir fini le bouquin, et vraiment c'est peut-être la plus belle saga que j'ai lue en roman. Alors, bonne nouvelle, je ne sais pas, mais Apple a acquis les droits pour adapter tout le cycle en série. Apple qui adapte Asimov, c'est rigolo. J'ai un peu peur quand même. J'ai un peu peur de ça quand même. D'où c'est l'ironie. Et saler son vos larmes. Moi, mes deux recos, du coup, ce sera tout simplement déjà L'été de Kikujiro de Takeshi Kitano. Très 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 grand film. Une des plus belles musiques de Joe Hisaishi. Ouais. Tout à fait. L'été de Kikujiro de Takeshi Kitano. Donc on suit l'histoire d'un petit garçon qui va passer l'été tout seul chez lui, qui va tomber sur une photo de sa mère qu'il n'a jamais connue, et il va se dire ah bah tiens, je vais aller la chercher. Et il part à travers le Japon pour retrouver sa mère, et dans son voyage il va rencontrer un vieux yakuza un peu bon à rien qui va du coup se racheter un peu une conduite en l'emmenant à bon port. Et que va-t-il se passer? Je vous laisse le découvrir pendant le film. C'est un très 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 grand film de la trilogie de Kitano, hein. Ça va aussi avec Anabi qui est posé à côté, mais bon voilà, je vous le recommande pas. Anabi, voilà, ça se recommande pas, ça se déguste. Et ma deuxième recommandation, cette fois-ci, c'est lié à Spider-Verse, qui est sorti la semaine dernière. C'est Redline, ma recommandation, tout simplement. Voilà, sur Twitter, je me suis répandu sur le fait que c'était le Redline occidental. Donc, pour connaître un petit peu plus, Redline. Si vous aimez les fous du volant. Voilà, non, si vous aimez les fous du volant, si vous aimez F-Zero aussi, si vous aimez Adult Swim, si vous aimez tout ça en même temps, Beautiful Joe, enfin voilà, c'est 7 ans de production, je crois, pour l'un des films. C'est un des projets les plus dingues des années 2000 en termes d'animé. Très clairement, c'est le film qui a fait rentrer l'animation japonaise dans les années 2010. C'est fantastique, allez-y. Ne vous attendez peut-être pas à une histoire très intéressante, mais rien que visuellement, c'est incroyable. Question, ça a presque 10 ans, est-ce que ça a bien vieilli? Ça a techniquement très très bien vieilli. Super. Ça a survécu à la vague de Deadpool, en tout cas. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que la veine vaguement auto-référencée, postmoderne, parodique, et c'est des taux que tu voulais me poser. C'est l'émission des gros mots. Hein. Voilà, ça a bien vieilli. En tout cas, voilà, ça se télescope assez bien avec ce qu'est devenu la pop culture ces dernières années. D'accord. Oui. Il paraît qu'on a le droit à une deuxième reco, c'est vrai? Oui. Allez, on fait un deuxième tour de table. Dis, juste une petite, un peu coupon promo. Le 5 janvier à Epitanium pour les otaku parisiens, il y a un petit événement qui s'appelle Shinenkai qui est censé être à cheval entre une nocturne Epitanium, parce que c'est de 14h à 6h du matin, et une Epitanium habituelle. Et donc j'aurai un petit stand en tant qu'artiste, puisqu'il y aura un petit coin artiste entre autres, donc souvent du karaoké, des jeux vidéo et des petites activités sympas. Donc si vous voulez passer, donc Shinenkai c'est le pot entre potes de première année au Japon. Donc voilà, c'est sans doute un petit moment sympa
sympa à passer en début d'année. Ah bah Très bien. maman, autopromo moi-même. Le dernier épisode de Kaikoten va bientôt sortir. Donc voilà, on arrive enfin à la fin du cycle et surtout retrouvez-nous dans MangaCast. Voilà, Voilà, j'allais poser la question, où peut-on vous retrouver dans MangaCast. Voilà, j'allais la... Tu le sais très bien. Si vous avez apprécié nos voix, vous pouvez Voilà. retrouver. J'allais la poser après avoir évidemment rebondi sur P.M. McCoy sur le chat qui rappelle qu'effectivement Redline c'est un film de Takeshi Koike Koike. qui a signé depuis tous les films dérivés de Lupin, The Third, Lupin, beaucoup d'amour pour Lupin. C'est tout, où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup maintenant, la question. Vu que c'est des autres, tu t'es grillé toute J'ai seule. grillé. Voilà, tu as grillé. Donc Benjamin, où peut-on te On retrouver? commence. Alors j'ai ma liste. Sur, ça fait longtemps, Le Monde, mais plus récemment, Libé, le journal du geek, Les Croissants, Combini, Télérama, Le Tag Parfait, plus un média mystérieux dans pas longtemps, le podcast LOL Japon, le prochain numéro est jeudi avec monsieur, Oui. plus mon Twitter @BenjaminBNT et Sonic, la dédicace qui sera à Yaku Shop vendredi prochain. Je suis désolé, ça fait de moi un espèce de gigantesque égomaniaque, mais je suis quelqu'un qui doit beaucoup travailler pour rembourser un loyer dantesque, c'est pour ça. À ce qu'on m'a dit, c'est moins que l'ermite moderne lors d'une certaine conférence. Donc ça va, en termes d'égomaniaque, Oui, De quoi alors tu c'était. parles on en parlera en off, c'est Ouais. pas grave. C'est un clin d'œil très méta du Twitter. Ok, Voilà. j'ai hâte. Et je te remercie pour ce teasing extrêmement incestueux du coup du prochain LOL Japon où Échange de bons procédés. Voilà, où j'espère avoir l'occasion de parler beaucoup trop longtemps de mon amour pour Super Smash Bros. Smash Bros. Voilà. Ah oui. Les amis, comme le veut la phrase consacrée, C'est la fin des choux. et c'est la fin de ce 76e numéro d'Hyperlink. On espère que ça vous a plu. Merci Benjamin, merci Cédéto pour votre présence en plateau. Vous êtes les bienvenus. Merci Grégoire, merci Cédric pour votre présence en plateau. Vous êtes les bienvenus. Oui, vous êtes les bienvenus. Ouais. Ouf. On Peut-être remercie moins à partir évidemment- d'aujourd'hui. On remercie PJ et Léo à la réalisation évidemment. On remercie Hortense. On remercie Elisa et Charlie et Seb à la production. À la semaine prochaine pour notre grand bilan de l'année. Et je rappelle qu'en ce moment sur Twitter on a un concours où vous pouvez jouer. Vous retweetez tout simplement et vous participez à notre sondage où vous donnez tout simplement votre Hall of Fame de l'année. Et en jeu un exemplaire dématérialisé de Super Smash Bros Ultimate. Donc faufilez-vous sur notre Twitter, on vous rappellera le lien si Elisa ne l'a pas déjà fait dans le chat. Sinon bah voilà, abonnez-vous tout simplement twitter.fr/hyperlink_RVL et je vais dormir. Bon dimanche. Salut. À la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine. Au revoir. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.